Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, je reçois Claude Colombo, qui est un expert et pionnier de l'individualisation de l'entraînement. Récemment retraité, ça a été un formateur et un préparateur athlétique dans le milieu du sport collectif et de la gymnastique. C'est également un véritable expert dans la modulation et la gestion de la charge d'entraînement. Dans cet épisode, on va bien évidemment aborder ces deux thématiques, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir le cheminement et comment Claude a réussi à changer ce paradigme en une poignée d'années seulement. Aujourd'hui, le sponsor, c'est nous, et on lance un mentorat pour devenir un meilleur entraîneur. C'est quelque chose qu'on nous a énormément demandé et on s'est enfin appliqué à le faire. L'objectif est simple, faire de toi un meilleur entraîneur pour avoir une meilleure vision, une meilleure communication, un meilleur management de ton équipe. On ne rentrera pas dans le technico-tactique parce qu'on a tous des disciplines différentes et je ne pourrais pas t'aider là-dessus, mais on va s'atteler à améliorer toutes tes qualités transversales qui font un bon entraîneur. La vente et le développement de ton chiffre d'affaires en font forcément partie parce que tu ne peux pas être un bon entraîneur si tu n'arrives pas à en vivre. Si jamais ça t'intéresse, on se retrouve dans la description et tu peux nous écrire pour avoir plus d'infos. Salut Claude Colombo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir, c'est vraiment un honneur. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Alors bon, sans être trop long, j'ai un parcours académique normal. J'ai un cursus de formation de prof de PS, il y a longtemps. Puis au décours de mon parcours professionnel, j'ai opté pour le statut de prof de sport. Et ce qui est notable de remarquer, c'est que je n'ai jamais été prof ni dans un collège ni dans un lycée. Mon premier poste, j'ai été nommé dans un CUAP, un service interuniversitaire des activités physiques. Donc, ça n'a rien à voir avec le travail en milieu scolaire. Et j'ai fait ce boulot-là pendant 3 ans. Et tout de suite après, j'ai pris un poste de spécialiste de gymnastique sportive dans un CREPS, où à l'époque, on formait les profs de PS. Voilà, donc ça, c'est la partie académique. Au décours de mon parcours, j'ai repris un cursus universitaire. Alors, il faut que j'essaye de faire le rapprochement maintenant. J'ai fait un DEA, donc maintenant, ça doit être un Master 2 de physiologie et biomécanique. J'avais 40 ans. Parce que j'ai éprouvé le besoin de poursuivre et d'aller plus loin dans mes connaissances scientifiques et pour pouvoir mieux travailler sur le terrain. C'était ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours eu ça dans la tête, faire un aller-retour entre la théorie et la pratique. Ce que j'apprenais de façon académique, je me suis toujours posé la question, alors comment moi je peux l'exploiter sur le terrain, à quoi ça peut me servir et comment je peux améliorer les performances des gens avec lesquels je travaille. Parallèlement à ça, j'avais une activité fédérale, j'étais gymnaste, donc j'ai été sportif, comme on disait tout à l'heure en entretien, au début d'entretien, un gymnaste modeste, mais dans une équipe, j'étais un bon équipier, sans plus. J'avais quelques lacunes sur le plan des capacités athlétiques spécifiques à la gymnastique sportive, ce qui peut expliquer mon parcours par la suite, notamment dans le domaine de la préparation athlétique. Et donc j'ai entraîné. J'ai passé à l'époque les brevets d'État, le brevet d'État premier degré, deuxième degré, etc. C'était le parcours de l'époque. Et petit à petit, dans mon travail, je suis passé j'ai entraîné des garçons, des filles. J'ai été sollicité par des collègues qui étaient mes amis, mais aussi entraînés dans des disciplines différentes, des sports collectifs en général. C'était assez particulier parce que moi, j'étais dans un sport individuel. Donc voilà. Et l'objectif, puisqu'à l'époque, on y reviendra, je pense, dans l'entretien, il n'existait pas de préparateur physique. Ça n'existait pas. C'était pas un métier. Même le mot n'existait pas. À l'époque, les entraîneurs devaient savoir tout faire. Et ils faisaient tout. Donc. Mais certains déjà avaient compris qu'il y avait une composante particulière de leur activité qui méritait intérêt. Et comme ils ne savaient pas trop faire, ou pas du tout, ou que ça ne les intéressait pas vraiment, même si ils pensaient que c'était important. Donc j'ai été sollicité, j'ai commencé par le handball, avec un de mes collègues d'une équipe de handball. À l'époque, c'était la Nationale 1 de l'époque. Donc c'était une bonne équipe. Là, j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. Et ça m'a donné j'ai eu un déclic. Après, de fil en aiguille, pareil, mon collègue qui entraînait l'équipe de basket du SLUC à l'époque m'a demandé aussi, j'ai travaillé longtemps, dans ce club-là, j'ai travaillé plus de 15 ans.
Donc c'est un bon parcours. J'ai complété l'acquisition de données nouvelles. Enfin, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des données, j'ai testé beaucoup de procédés d'entraînement avec les limites, parce que bon, c'était déjà des sportifs professionnels, donc il ne fallait pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà, puis je suis venu petit à petit. Puis après, j'ai beaucoup travaillé dans beaucoup d'autres sports, le football, des sports individuels, par exemple le ski. Donc j'ai une palette. J'ai eu cette chance-là de travailler dans ce domaine-là en visitant toute la palette. Euh, des débutants jusqu'à des athlètes de niveau olympique. Hein, voilà. Bon, en gros, grossièrement. Sacrée expérience. Ouais. Une question qui me vient pendant que tu racontes ton passé. Toi qui as travaillé dans beaucoup de disciplines, comment est-ce que tu as fait le saut d'une discipline à l'autre ou d'un niveau à l'autre? Ouais. C'est différent d'entraîner des amateurs et du sport de haut niveau. Je te remercie pour la question parce que ça, c'est une évidence. On peut pas on peut pas s'inventer une maîtrise de toutes ces disciplines. Donc, la clé de voûte, je pense que beaucoup d'autres collègues que tu as rencontrés te l'ont dit, c'est l'analyse de la tâche. Donc, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure ma première expérience autre que celle de la gym, parce que j'ai quand même continué dans la gym à m'occuper, y compris dans les différents pôles, la mise en place d'outils de développement athlétique. Bon, on pourra y revenir. Mais là, bon, j'avais pratiqué dans mon cursus d'études, j'avais fait du handball, évidemment, mais bon, ça suffisait pas. Donc, j'ai demandé à mon collègue qu'il me laisse observer la discipline pendant une année complète. J'ai observé les matchs de championnat, etc., pour voir, et en échangeant avec lui et d'autres collègues du milieu, sur qu'est-ce qu'il considérait comme important, lui, au plan athlétique, etc. Moi-même, j'ai pris beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de matchs pour voir aux différents postes s'il y avait des aspects de la performance qui étaient différents, pour déterminer après une matrice que j'ai modifiée au fur et à mesure de l'expérience. Mais par exemple, selon les postes, en plus, en fonction des systèmes de jeu qu'il voulait jouer aussi. Hein. Oui, complètement. J'ai travaillé avec un entraîneur qui voulait faire une montée de balle rapide, mais il n'avait pas les joueurs pour pouvoir faire ça. Hein. Alors, c'est à la fois sur le plan technico-athlétique, je vais dire ça comme ça. Hein. Donc, et par rapport à la demande de l'entraîneur. Donc, analyser les facteurs clés de la performance, d'une part, et plus particulièrement s'agissant du domaine de la préparation athlétique, les facteurs clés sur le plan athlétique, pour jouer à un poste en particulier, pour jouer pour le handball, pour le basket, pour le foot, etc. Ça me paraît complètement indispensable. Si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas ne pas commettre d'erreur. À savoir qu'on va plaquer des dispositifs d'entraînement qui ne sont pas forcément en adéquation avec les facteurs clés de la performance. À cela, il faut ajouter le profil des athlètes. Bien sûr. Il y a donc des facteurs qui sont importants, et quel est l'équipement, entre guillemets, des joueurs qui doivent jouer là. Et quelquefois, il y a un décalage très important, trop important, qui ne permet pas de jouer, par exemple, un système de jeu exigeant que les joueurs ne sont pas en capacité de maintenir. Voilà. Et ce travail-là d'analyse, c'est à l'entraîneur ou au préparateur physique de le faire aujourd'hui? Les deux. Hein. Alors maintenant, c'est sur ce que j'en sais, hein, parce que maintenant, j'ai quand même quitté l'activité de terrain depuis un petit moment. Mais je vois bien comment certains staffs, par exemple, à Monaco, en foot, il y a un staff énorme. Et je me demande comment ça fonctionne. Parce que maintenant, les problèmes sont autres. C'est plus le fait qu'il n'y a pas de gens compétents pour... il y a des data analystes, des data scientists, etc. Il y a beaucoup trop de gens. J'ai dit, il y a beaucoup trop. Hein. J'ai rien dit. Ouais. Et qui ne fonctionnent pas en synergie. Et donc, ça pose des tas de problèmes. Autres. Hein, c'est pas les mêmes, mais autres. Donc, le responsable de l'entraînement, au sens nord-américain du terme, le head coach, il doit dire ce qu'il veut. Hein, ce qu'il a en tête, comment il veut jouer ou comment il veut procéder. Et il doit s'entourer de personnes avec qui il est en feeling, où on se comprend, et qu'il puisse exprimer correctement ses attendus pour que les gens qu'il a cooptés ou qu'on lui a imposés par ailleurs puissent travailler en bonne entente. Hein, et je crois que ça n'est pas facile. Quand tu parlais de facteurs athlétiques,
chez le joueur de handball, par exemple, à Oui. tel ou tel poste. Qu'est-ce que tu considères comme des facteurs athlétiques? C'est Alors, la capacité aérobie, la capacité d'accélérer, de oui, changer si on entre un d'appui. petit peu dans le détail, c'est la spécificité. Alors maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont très concrètes et qui montrent quels sont les paramètres physiologiques Ouais. importants, etc. Bon, on peut s'appuyer là-dessus, hein, mais en gros, et de façon un peu simple, sans entrer trop dans le détail, sauf si tu le souhaites. Euh, Notamment dans le handball. Au départ, j'avais dit ça à mes collègues. L'important, c'est qu'ils courent plus longtemps, plus vite, qu'il saute plus haut et qu'il soit fort physiquement pour défendre fort. Ouais. C'est une base. Sur cette base-là, j'ai construit des choses, moi. Et puis après, elle a été ouverte. Alors bon, plus fort physiquement, quel type de force? Et pour les pivots, c'est pas la même chose que pour les ailiers. Ils n'ont pas les mêmes. Bon, la vélocité, c'est important pour tous les joueurs en handball. Mais c'est plus important pour les ailiers que pour les défenseurs centraux. Encore que ça se discute maintenant. Hein. Si tout le monde C'est pouvait clair. courir vite, sauter haut bon, voilà. C'est Hein, encore mieux. à un moment donné, je crois que c'est plus tout à fait juste ce que je vais dire. Mais à l'époque, ça fonctionnait très bien pour le handball. Je me souviens de ça. Tous les joueurs, alors, non, pas tous les joueurs. Les défenseurs centraux, j'avais un test simple. Qu'ils devaient, c'était un repère, 150 kilos en demi-squat. Ok. C'était un des repères parce que ça me donnait un niveau de force suffisant donc pour le type de travail qu'ils devaient faire, Bien sûr. notamment en défense. Et puis, c'était aussi, j'avais le souci de la protection. C'est-à-dire avec un bagage de force max important, ça permettait quand même de gérer pas mal de choses. Oui, on résiste mieux à la déformation. Voilà. Et puis après, il y a aussi la capacité à durer, à reproduire des sprints, hein, le fameux RSA. Hein. Donc, bon, bah là, oui, surtout quand on fait des montées de balles rapides, hein, le gardien qui relance, etc., ça monte, ça descend. Sur au handball, c'est court. Je pourrais dire, c'est encore plus court au basket. Il faut avoir cette capacité-là. Et dans la durée. Ne pas s'éteindre d'une mi-temps à l'autre. Hein. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. Et ça peut entrer en contradiction avec le développement de la force. Hein. Donc là, il y avait aussi qu'est-ce qui est compatible, dans quel ordre on doit pouvoir le faire. Donc ça aussi, ça s'apprend et ça se vérifie sur le terrain. Hein. Et donc alors il faut des capacités aérobie, hein, c'est clair, mais il faut plutôt de la puissance maximale aérobie, de mon point de vue. Hein. Et il faut des capacités de vitesse-force exceptionnellement élevées, le plus élevé possible, je dirais, quel que soit le poste. Hein, voilà, pour donner un exemple. Je me permets d'interrompre ton épisode. N'oublie pas, le club des entraîneurs, si ça t'intéresse, les 7 premiers jours sont gratuits et tu trouveras énormément de contenu sur cette plateforme qui te permettra également d'échanger avec tes pairs. Salut. Et tu parles de vitesse-force, ça m'intéresse. Ce qu'on appelle maintenant le RFD, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'à l'époque, tu arrivais à le jauger? Parce qu'il n'y avait pas les accéléromètres. Oui, c'est... Les Tendo, ça a apparu dans les années quoi? 2000? Fin 90-2000? Oui, peut-être tout petit peu avant, mais dans les années 90, il n'y en avait pas, ou alors c'était exceptionnel. Hein. Et puis, les clubs même si c'était des clubs semi-pro ou pro même, carrément, on ne dépensait pas d'argent pour ce genre de truc. Ouais. Hein, il y avait autre chose à faire qui était plus prégnant. Enfin bref, quand le prep physique, il demandait... je me souviens, par exemple, pour avoir une salle de muscule dans l'installation, avec une salle correcte, c'était quelque chose. Hein. Parce que c'était un investissement. C'est vrai, c'est un investissement et il fallait aussi avoir les moyens de le faire. Et donc, bref, c'était la partie économique. Ça, hein, donc, voilà. C'est toujours le cas, à mon avis. Hein. Bon. Oui, ça dépend des politiques, mais oui. Souvent, je m'appuyais sur le rapport poids-puissance. J'ai utilisé ça très, très, très souvent. Et quand... alors, j'avais aussi 2 repères. Alors, ça n'était pas sorti de n'importe où. Hein. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais repris un cursus de physio et de biomécanique. Hein. Donc, c'est là où j'ai ajusté pas mal de choses. J'ai beaucoup tâtonné aussi, évidemment. Hein. Et donc, j'avais des points de repère qui étaient les suivants. J'essaye de me rappeler, ça fait loin maintenant. Sur la force musculaire au niveau des jambes, j'essayais d'atteindre toujours un rapport de 2,5 par rapport à force maximale poids de corps. Hein. Bon, là, ça me donnait quelque chose de satisfaisant que je couplais avec... parce que déjà, à l'époque, il y avait quand même pas des plateformes de force, mais comment ça s'appelait ce dispositif-là
c'était une petite mini plateforme de force qu'on pouvait trimballer sur le terrain partout. Le tapis de Bosco. Oui, et le tapis de compagnie. Bosco. J'ai utilisé beaucoup le tapis de Bosco Ok. avec les temps de suspension Ah ouais. rapportés à cette force relative, hein, on va dire. Et sur le haut du corps, alors selon les postes, hein, c'était 1 fois ou 1 fois et demie le poids de corps. Ok. Hein. Bon, avec ces repères-là, tant que j'atteignais pas au plus près, je continuais à travailler pour essayer de développer ça. D'accord. Alors, ça pouvait fonctionner, ça a fonctionné un certain temps, puis après, j'ai quand même eu des outils un peu plus précis, Oui, et oui, bon, ça s'est oui. amélioré. C'est toujours intéressant de savoir comment on faisait avant qu'il y ait toute cette technologie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la réalité de terrain, c'est que 95, voire plus pour cent des clubs n'ont pas accès à cette technologie. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'on développe vers l'ultra précision, etc. Mais en fait, c'est Alors, cette ultra précision, elle une a utopie. de sens pour moi que dans le sport d'élite. Ouais, Et, bien y sûr. compris, bon, parce que là, quand on atteint on atteint la limite fonctionnelle ou la Mhm. limite technique, etc., le gain, c'est les gains minimes. Et donc C'est là, clair. il faut des outils pour voir si ces gains sont effectifs ou pas, etc. Mhm. Donc ça se justifie à plein. Mais par exemple, si on prend un club de foot de niveau amateur, là, un régional, il n'a pas besoin de tout ça. Mhm. Hein. Bon, à la limite de cellules photoélectriques, mais déjà, là, Oui. c'est trop. Déjà là, c'est Ouais. trop. Hein. Et avoir une bonne technologie, une technologie efficace, c'est aussi savoir s'en servir, savoir interpréter les résultats. Qu'est-ce Bien que ça sûr. veut dire bon, alors, si je prends l'exemple du foot, là, bon, il y a des tests de terrain qui sont tout à fait opérationnels et on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un chronomètre. Alors, Ouais. c'est moins précis, mais etc. Hein, c'est faire des séries de side sprint sur c'est un test très connu, ça. Tu vois, Cazorla. oui, Mhm. ouais, mais même avant, le Ah, test de Banksbeu, par exemple, ok. hein, c'est Ouais, un ouais. test, c'est d'une simplicité à mettre en place. Ils ont besoin surtout de tests simples, reproductibles et dont ils peuvent comprendre et L'utilité. utiliser les résultats. Hein. C'est Donc clair. la technologie, quelquefois, ça les perturbe. Hein. Bon, il faut avoir une formation pour utiliser ces outils-là. D'où l'importance d'avoir, et on parlait tout à l'heure des staffs très importants, d'avoir quand même des gens qui sont spécialistes de ces outils, de l'analyse des données. Alors par contre, après, il faut redonner à ceux qui sont les acteurs de terrain des données. Les bonnes informations. Voilà, c'est la transmission d'informations et qu'elles soient pertinentes et qu'elles soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles soient comprises Bien sûr. pour qu'ils puissent faire. Hein, voilà. Ouais, parce que des fois, il y a un problème de communication dans les gros Oui. staffs. Oui. Je donnerai pas d'exemple, mais pendant une certaine Coupe du Monde, ça peut arriver qu'il y ait des ratés Oui, comme ça. arrive, ça arrive. Je ne dis rien, mais non, mais blague à part, c'est vrai que ça devient compliqué quand il y a des staffs de 10, 15, 20 Oui, entraîneurs différents, chacun avec sa spécialité. C'est alors, très dur. là, il y a comment on dit, il y a des écrits très, très clairs, très, très précis, qui traitent de cette question-là. Alors, là, ça ne me vient pas la référence exacte, mais ce sont des Néo-Zélandais qui ont écrit là-dessus, sur la cohésion des staffs, le style de communication, comment on communique, quels outils on peut avoir, quel type de plateforme on peut développer pour pouvoir communiquer ensemble. Bon, par exemple, c'est de notoriété publique. Déjà à mon époque, c'était comme ça. Encore maintenant, c'est toujours pareil. On ne peut pas communiquer correctement les informations médicales. C'est vrai. C'est pas une volonté de tout le corps médical, mais il y a le secret médical qui est là et qui pèse. Donc, alors, il y a des équipes qui trouvent des moyens. Moi, j'ai travaillé avec des staffs médicaux. On s'est bien trouvé, ça posait pas de problème, sans trahir le secret médical. Mais c'est le secret médical, pardon. Si moi, entraîneur, ou si l'entraîneur avec lequel je travaille ne peut pas avoir autrement que des directives, dire bon, non, il ne peut pas s'entraîner, oui, il peut recommencer, sans savoir de quoi il Pourquoi, retourne et comment, pourquoi oui, et bien sûr. comment, quel est le sens de cette affaire-là, hein. Donc, il s'agit d'avoir une communication transparente qui respecte les individus et qui respecte les protocoles, notamment de secret médical, par exemple. Hein. Ça, c'est un exemple. Je Hein. comprends bien. Tout à l'heure, tu parlais de l'entraîneur qui devait tout faire. Oui. Alors, on a commencé à en discuter en off, mais je te repose la question. Il y a un changement de paradigme depuis, tu me corriges si je me trompe, mais une grosse dizaine d'années, Oui. où avant l'entraîneur était le sachant qui te donnait donc le savoir, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'était super bien dit. Et maintenant, en fait,
avant, c'était l'athlète qui devait s'adapter à l'entraîneur. Et maintenant, l'athlète est au centre du projet et l'entraîneur doit s'adapter et créer une équipe ou accompagner le sportif à créer une équipe pour performer. Comment est-ce que toi, tu as observé un petit peu ce changement? Comment ça s'est fait? Alors moi, je l'ai vécu, Ouais. déjà. Bon, effectivement, alors c'est dans ma discipline, la technique, et bon, il y a le code de pointage, si c'est pas fait comme ça, bon, c'est bon. Donc, c'était tous les entraîneurs de mon époque, c'était comme ça. On ne se posait même pas la question. Et puis, petit à petit, on s'est quand même aperçu, chemin faisant, qu'il y avait des gens, je prends un exemple concret, des gens qui tournaient très facilement et très vite en arrière, d'autres qui ne savaient pas ou qui avaient du mal à vriller, et d'autres qui ne pouvaient pas tourner en avant. Curieux, ça. Bon, donc on s'est aperçu qu'il y avait des formes techniques qui étaient plus accessibles à certains qu'à d'autres, plus rapidement à certains qu'à d'autres. Donc, bon, moi, entre autres, mais beaucoup d'autres, on s'est posé la question, là. Comment on fait pour... à l'époque, il y avait des imposés. Alors, des imposés, c'était compliqué. Si, par exemple, c'était mon cas, moi, en tant que gym, je ne savais pas tourner en vrille. Bon, donc, et puis à l'époque, c'était le début et j'étais pas brillantissime sur ce genre de choses. Et ben j'ai jamais pu travailler ça, ou très peu, parce que ça me posait un problème. C'est les fameuses zones d'ombre. Ouais. On a chacun. Alors ça, c'est aussi très intéressant, ce qui a permis d'aller en ce moment. On va comment appelle-t-il ça, notre ami suisse, les préférences motrices. Oui. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je me reconnais bien là. C'est-à-dire que chacun a des capacités et des facilités à s'exprimer dans certains domaines, et c'est pas trop coûteux, ça va assez vite, c'est efficace. Par contre, il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus difficiles. Avant, on parlait de points forts et de points faibles. Mais en fait, on est dans ce domaine, c'est le fameux 8. Voilà. Et donc, petit à petit, on a essayé d'équilibrer. Et donc, à un moment donné, moi, je me suis mis à faire ça aussi. Je vais essayer de trouver des solutions pour que ce qui est difficile devienne plus facile, etc. Mais ça restait toujours difficile. Et donc là, quand je fais cette démarche, j'ai commencé à renverser le paradigme. Je me suis intéressé d'abord à mes gyms, parce que j'ai commencé par les gyms, puis après, etc. Et non plus à l'expression pure de la technique. La technique, comme le code de pointage l'a défini. Et donc, il y a des formes que je n'ai plus utilisées avec certains, parce que l'évolution du règlement l'a permis, les imposer ont petit à petit disparu au profit des exercices libres, et on a vu une évolution considérable. Donc c'est un exemple appliqué à ma discipline au départ. Mais pour le reste, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je prends le cas de la préparation athlétique qui utilise l'haltérophilie comme outil, je ne peux pas faire ça identiquement avec des hommes et des femmes, même si dans ma cas, j'ai entraîné des femmes, il a fallu que je lutte contre elles pour qu'on ne les entraîne pas comme des hommes. Je dis bien lutter contre certaines. Parce qu'elles considéraient qu'elles étaient capables, à tort ou à raison, plutôt à tort à mon avis, pas dans l'esprit, de faire la même chose que les hommes. Certaines sont capables, évidemment, mais pas toutes. Et donc les caractéristiques étant... Rien que de dire ça, homme, femme, ce ne sont pas des propos sexiques que je tiens là, c'est une vraie réalité. Les capacités à agir ne sont pas identiques. Les deux modèles ne sont pas équipés de même manière. Donc, il faut en prendre conscience et donc s'adapter. Donc, ça aussi, c'est un changement de paradigme. Ne plus entraîner des filles comme on entraînait des hommes. Ça a été longtemps le cas. Et donc là, d'abord, elles n'ont pas les mêmes capacités athlétiques, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, ni la même approche mentale. De l'activité physique. Il faut tenir compte de ça. Toujours une anecdotique, j'avais commencé à entraîner des garçons dans ma discipline. Puis à un moment donné, j'ai entraîné des filles et des jeunes adolescentes. Et à un moment donné, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Parce que je les entraînais comme mes garçons. Et puis il y avait des réactions que je ne comprenais pas. Mais j'étais un jeune entraîneur. J'ai entraîné aussi dans le handball féminin en préparation athlétique. Et y compris... l'un des meilleurs clubs français, il l'est toujours, Metz Handball. Il y avait des internationales françaises et étrangères. Et à un moment donné, elle était à l'époque capitaine de l'équipe de France.
Un jour, elle vient me voir dans le gymnase et dans la salle de muscu, elle me dit, tu sais, depuis qu'on travaille avec toi, j'ai pris une taille de débardeur. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Je ne comprenais pas vraiment. Et traduction, parce qu'après coup, je me dis, bon, traduction, tu m'embêtes avec la musculation. Voilà. Et en fait, elle était vraiment très, très forte physiquement. Elle n'avait pas besoin de faire d'haltéro classiquement comme tout le monde. Il fallait. Donc, là, c'est vraiment typiquement une adaptation et un changement. J'aurais pu, avant, tu continues à faire ça, etc. Donc, au contraire, j'ai essayé d'imaginer des formes jouées avec des élastiques, avec juste comme ça se fait maintenant un peu. Et donc, elle s'est prise au jeu, elle a fait, etc. Puis à la fin de la saison, je lui dis voilà, tu as soulevé tant de tonnes dans la saison. Mais elle ne revenait pas. Mais tu ne le savais pas. Non, Voilà, voilà, c'est bon. Et ça, en faisant ça, ça répond à ta question. J'ai essayé, c'est le cheminement progressif d'un entraîneur qui prend en compte progressivement. Puis après, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup accéléré. Et la preuve, maintenant, il y a des théories pratiques comme les préférences motrices qui sont en action et qui illustrent parfaitement le fait que chaque sportif est même si on a un modèle, une caisse globalement constituée des mêmes paramètres, mais que chacun est différent et que chacun réagit différemment à la même procédure d'entraînement et que on a par exemple des seuils de douleur qui ne sont pas les mêmes, des seuils de compréhension qui ne sont pas les mêmes, et qu'on ne peut pas faire l'économie, on ne doit pas maintenant faire l'économie de ne pas prendre en compte ces aspects-là. C'est rigoureusement indispensable. Alors, il est vrai que ça complique un peu, parce que quand on fait faire à tout le monde la même chose, c'est bien plus simple. C'est clair. Surtout quand on a des groupes assez larges. Oui. Alors, par exemple, il y a eu beaucoup de... Bon, j'ai voyagé beaucoup dans les sports co, foot, handball, basket, un peu de volley, enfin bref. Alors là, il y avait une vraie réticence. Maintenant, elle est en train de se lever. Ah oui, mais on ne peut pas avec un groupe. Bah si, je dis, dans un travail collectif, il peut être individualisé. Et j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur... paix à son âme, il a disparu. Vraiment, maintenant, il nous a quittés il y a quelques années, qui lui entendait bien ça. Mais c'était un très bon entraîneur, mais c'est aussi un artiste. C'était un pianiste. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que... Et lui, quand je lui parlais de ça, ça lui parlait. Et effectivement, il me disait, moi, je veux jouer tel système de jeu. Ça implique que les arrières fassent ça, que les déplacements soient comme ça, etc. Mais il faut aussi que l'avant-centre dont je dispose actuellement puisse être mis en disponibilité. Oui, ça allait loin. Ouais. Et c'était un travail intéressant. On faisait ça tous les lundis matins ensemble. Je suis dans le bureau, entre 4 yeux, c'était sympa, j'adorais faire ça. C'est intéressant de gérer ta préparation physique en fonction aussi du poste et de la stratégie. Oui. C'est quelque chose qu'on oublie régulièrement. Oui, oui. Et qui se fait... Alors maintenant, dans les sports co, c'est bien, bien clair. Un milieu défensif. Dans les sports co, un peu plus. Dans les sports co, un peu plus. Dans les sports de combat, ça commande. Moi, je le fais sur mes boxeurs. Ouais. Mais quand j'avais voulu mettre ça en place sur le judo, par exemple, c'était très, très compliqué à mettre en place. Oui, c'est compliqué. J'ai vu à un moment donné... on m'avait sollicité, c'est un collègue qui il est plus à l'INSEP maintenant, mais c'était un imaginatif et un inventif, vraiment. Par exemple, ça faisait, à un moment donné, ça a fait le buzz à l'INSEP. Il faisait tirer des voitures avec des cordes le long des trucs. Xavier ? Oui, c'est Xavier. Ouais, tu connais Xavier. Bon, voilà. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais on m'a fait vendre de ces choses-là. Oui, alors, c'est un exemple, mais il y avait plein de choses comme ça. Un jour, il me dit je voudrais utiliser les anneaux comme les gyms. Pour la muscule, Alors, je lui dis ouais, ok, pourquoi tu veux faire ça? Il me dit tu vois bien, les anneaux, ça bouge et c'est pas le type de travail musculaire des judokas sur le terrain, mais j'ai envie de tester cet environnement-là pour voir ce que ça donne. Il a fait. Et c'était intéressant. Où il me dit, je voudrais que tu... J'ai fait ça une fois aussi, c'était marrant comme tout. J'étais encore en bonne condition physique pour faire ça. Donc, dans le dojo, l'INSEP, il me dit, viens faire un peu d'abdos avec mes gars pour qu'ils voient comment les gyms ils font, etc. Il avait cette idée
comment dire, de Ça, c'est génial. Oui, c'était génial. Donc, bon, je fais une séance d'abdos, les mecs morts. Ils n'en revenaient pas parce qu'ils font des abdos tout le temps, mais ils faisaient que des crunchs, des trucs comme ça. Ouais. Puis moi, je leur faisais faire des araignées avec des trucs. Je me fais, comment c'est possible ça? Je dis, mais t'arrives à faire ça, toi? Ouais, mais bon, c'était marrant de faire ça. Mais donc, c'était quelqu'un qui était imaginatif, vraiment au sens strict du terme. Après, dans les autres boulots qu'il a fait, aussi pareil, il a travaillé dans le sud avec des. Il faisait faire de la gym à des gars qui faisaient de la planche. Hein, bon, c'était sympa, c'était comme tout. Donc là aussi, il avait la préoccupation de développer d'autres aptitudes, d'autres points de repère, tout en restant dans la sphère athlétique, même si elle s'écartait d'assez loin de la discipline. Bien sûr. Hein, voilà. Pour l'anecdote des abdos, quand je suis en Master 2, on nous propose un cours de pilates. Oui. Et nous, on s'est... Pilates, ouais. Tu imagines, 22 ans, j'étais vraiment entraîné et tout à l'époque. On était une promo de 25, quelque chose comme ça en Master 2. Le responsable d'année qui nous dit on va faire du pilates, je vais vous faire du pilates avec une intervenante. Et on se regarde tous, on se dit mais on va faire de la gym de vieux, quoi. On connaissait pas trop. Ouais. Et on dit bon, on y va pas, est-ce qu'on sèche les cours ou pas? On se dit bon, on va voir. On va voir. On l'avait sur 2 jours, on a dit bon, on fait la première demi-journée, puis on verra. Et je cherche son nom, Anne-Fleur Jolneau, je crois, quelque chose comme ça, qui avait écrit un livre sur les automassages avec Amphora. Et donc, elle vient nous faire une séance. Elle nous dit bon, vous êtes beau, vous êtes costaud, mais je vais vous montrer que vous savez pas faire des abdos. Moi, venant du judo, le gainage, ça allait. Et j'ai dit attends, ma grande, redescends, tu vois, l'ego du combattant. Et en fait, on fait la séance. Alors, je suis content parce que je lui ai tenu tête très longtemps. J'ai réussi à faire tous les exos qu'elle m'a montrés. Mais par contre, le lendemain, courbature. Quand je me suis réveillé, et sauf qu'on avait une journée encore complète à faire, je me suis dit, mais je n'arrive même plus à faire mes lacets. J'arrivais plus à me baisser des courbatures comme j'ai jamais eu. Alors que des abdos, j'en avais fait. Et j'ai dit, mince, il y a peut-être autre chose. Et la deuxième journée, je suis allé la voir. Je dis, bon, ok, j'ai compris que ça pouvait être utile. Maintenant, je veux comprendre. Et ça a changé complètement ma vision du travail abdominal qui était et Pilates, trop basique. Pilates, c'est... Alors, le Pilates original. Hein, oui, bien sûr. Pilates original, c'est très, très dur. Et on travaille la musculature profonde très, très, très fort. Hein, alors, par contre, dans le milieu actuellement, il y a Pilates et Pilates. Il y a je ne sais pas combien de formes de Pilates. Bon, ça reste dans le domaine. Mais, bien sûr. La contrainte n'est plus la même. Voilà c'est... Bien sûr. Et effectivement, ça peut se pratiquer de façon relativement, entre guillemets, soft, mais néanmoins avec... moi, c'est sur le Pôle France de judo, je faisais faire aux filles, particulièrement, qui étaient déjà plus réceptives et qui avaient une nécessité de contrôle de périnée plus importante, parce qu'on avait des filles qui, à 16 ans, avaient des problèmes de fuite urinaire sur de la corde à sauter toute simple, par exemple. Donc, on avait mis ça en place. Et pareil, il y avait des résultats déjà sur le gainage, la posture qui était incroyable. Alors, je n'étais pas prof de pilates, hein, je bricolais en demandant à des amis qui étaient profs de me montrer des choses que je pouvais refaire, etc. Mais donc, le contenu n'était pas parfait. Mais ça avait amené une performance incroyable chez des post-pubères, donc c'était des 16-20 ans à peu près. Compréhension du périnée, compréhension de toute cette zone-là qui pouvait potentiellement poser des problèmes, soit maintenant, soit dans le futur, de faire attention en termes de sensibilisation. Et le Pilate, aujourd'hui, je suis toujours pas prof de Pilate, mais il y a quelques exercices qu'on m'a appris, je vais observer, j'en ai fait un peu pour comprendre, et que j'essaie de redonner, parce que pour moi, c'est des clés pour dépasser un certain niveau de gainage à un moment donné. Et ça, il y a peu de monde, je pense, qui l'utilise, et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça mérite à être plus diffusé. Alors, dans le milieu marchand, les salles de sport, ils ont appris à utiliser un peu ces dispositifs, tout comme, moi j'ai beaucoup utilisé pendant une période les ballons suisses. Parce que c'est intéressant. Alors, certains classent ça dans le Pilate, moi pas, mais bon, là aussi on travaille, on fait beaucoup de travail de motricité au sens large, beaucoup de musculature profonde, beaucoup d'équilibre, c'est intéressant, ça peut être dangereux d'ailleurs, parce qu'on peut tomber dans la pratique entre guillemets de cirque. Et après, mais c'est très efficace aussi, et ce sont des outils qui sont intéressants à utiliser.
au sens large du terme. Et puis l'avantage, c'est que ça a un côté ludique Oui. chez les athlètes Ouais. qui, même quand ils travaillent sérieusement, ils ont ce côté de purée, je peux me casser la figure, il faut se concentrer et on les voit avec le sourire instantanément. Alors que quand ils font du squat, ils n'ont pas forcément le sourire. Oui, ça c'est sûr. Et je les ai utilisés aussi avec les handballeurs, quand ils font du travail en opposition, avec le medicine ball, les trucs, ou travailler là-dessus. Ça offre, quand on est imaginatif, ça offre énormément de possibilités. Ah, c'est ça qui. Parce que le Swiss ball, donc ballon suisse, quand j'étais étudiant, pareil, on les voyait, nous dans les salles de muscu, on savait pas quoi faire, on était étudiant. Il n'y avait pas encore l'essor d'Internet. En tout cas, pas comme aujourd'hui, il y avait quasiment rien d'accessible. Donc moi, je me souviens que pour trouver des idées de qu'est-ce qu'on se fait avec ce gros machin, on s'était réunis avec 2 amis dans une salle de muscu, dans une pièce complètement vide, avec chacun notre ballon, et dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec un ballon, avec 2 ballons, on a testé plein de choses, on fait de nos petits dessins. Toi, à l'époque, comment est-ce que tu faisais pour apprendre à utiliser ces outils ? Ma pratique de gym m'a beaucoup aidé. Hein. Ouais. C'est vrai que dans tous ces domaines-là, parce que la discipline gymnique, elle est, bon, en soi, sa pratique elle-même est une pratique, je vais dire comme ça, musculatoire. Oui, bien sûr. Donc, de fait. Ouais. Hein, parce qu'on travaille avec son poids de corps. Hein, donc, c'est un sport auto-projeté. Donc là, si on n'a pas un rapport poids-puissance qui est un tant soit peu positif, on ne peut pas faire. Hein, donc, et le fait de pratiquer, ça muscle, hein, en fait. Et les ballons, c'est plutôt pour... quand je les ai utilisés, au départ, j'ai travaillé ça pour l'équilibre, moi, d'abord. Ouais. J'ai utilisé avec ça. Puis petit à petit, j'ai introduit du musculaire dedans, et pour cibler certains groupes, dans de bonnes conditions. Alors après, j'aime pas utiliser ce terme-là, gainage, mais bon, travailler plutôt la zone du caisson abdominal. Hein. Bon, ça me parle davantage. Je sais pas si... Parce que le gainage, tu peux le faire sur chaque articulation et c'est pas que les abdos, bien évidemment. Voilà. Bon. Et donc, petit à petit, j'ai ouvert mon portefeuille d'ISO et bon, voilà, et puis en voyant des confrères. Alors quand j'ai fait ça aussi, c'était des ateliers d'échange entre des coachs de pôle dans l'établissement dans lequel j'étais. Donc ils avaient tous demandé des ballons, mais bon, ok. Et donc on avait acquis des ballons, on leur avait mis à disposition, mais une fois par mois, on avait des petits échanges comme ça. Puis pendant 4 ou 5 séances, on a fait un thème, je me souviens comme ça, un thème sur comment j'utilise moi les ballons dans ma discipline, au tennis de table, au volley féminin, etc. Et là, ils se sont aperçus que ils utilisaient ça pas toujours de la même façon, pas toujours avec les mêmes intentions, et que c'était intéressant de pouvoir faire. Donc ils ont fait pendant un certain moment, et puis après ça s'est étiolé comme beaucoup de choses. Hein, voilà. C'est exactement ce que j'essaie de relancer avec le club des entraîneurs. C'est justement un lieu, alors la virtuelle, mais où on puisse échanger entre préparateurs physiques, préparateurs mentaux, entraîneurs de haut niveau ou de club, sur un pied d'égalité et juste de venir bienveillante pour comprendre, pour trouver de nouvelles idées, des solutions à des problématiques qu'on pourrait avoir dans notre discipline. Je crois que ça existe quand même, ça. Je l'ai monté. Ah, tu l'as monté. On a quasiment 500 entraîneurs maintenant qui sont dessus. C'est bien ça. Ouais. Et chaque jour, il y a plein de posts sur des gens qui posent des questions, qui disent « Ah, tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que vous l'avez déjà testé ?» Ouais, c'est bien. On essaie de recréer cette dynamique-là qui, aujourd'hui, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu rompue. En tout cas, ça a compliqué. pu être rompu, compliqué. Voilà. Bon, la notion d'échange sur une thématique commune, hein, c'est intéressant, ça. Hein. Ouais, on essaie vraiment de refaire ça avec même des tables rondes sur des dates particulières. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, le mardi à 20h, on va parler du gainage. On le disait tout à l'heure, je dis ce terme exprès, on provoque. Et pour voir, peut-être que moi, ça a un sens, pour un autre, tiens, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, qu'on s'enrichisse tous mutuellement. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à ce projet-là. Mais c'est intéressant. Alors, ça me fait penser immédiatement ce que tu dis là. Je crois que c'est important de le dire. Les procédés d'entraînement sont une chose. Ouais. OK ? Bon, ce sont des outils. Apprendre déjà à les utiliser de façon correcte, sans les déformer, et pertinente, c'est plus difficile. Parce que
je voudrais que les gens comprennent, je suis toujours battu dans mes dispositifs de formation avec ça. On ne plaque pas un contenu comme ça. Et donc, pour moi, c'est un peu une difficulté de tout ce qui apparaît sur les Les réseaux. plateformes. Ils se disent, ah tiens, j'ai vu ça, je vais faire ça. Mais quel sens Hmm. ça a? Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à qui je veux appliquer ça, pour quelle raison, avec quelle intention, Hmm. et quel sens ça va avoir pour lui, ou quel sens ça a pour moi. Hein, donc on revient toujours à la même chose. Utiliser des outils à bon escient et en, en- en l'utilisant avec une fonctionnalité opérationnelle, vraiment. C'est-à-dire que ça doit déboucher sur une Hmm. amélioration et non pas intervenir comme quelque chose qui peut être contre-performant. Ouais. Hein, il y a quelques années, j'avais écrit un article là-dessus sur dans la revue, je ne me rappelle plus laquelle, peu importe, sur la musculation au sens large et le travail haltéro, par exemple. Ouais. Ça peut être totalement contradictoire. Avoir des effets, parce que ça ne s'applique pas précisément euh, au profil physique et mental de la personne qui a fait. Et ça peut être. Je Hmm. dis pas même une blessure, oui, les blessures, oui, hein, quand c'est mal fait, on peut se blesser. Et donc, il faut être attentif à ça. Hein. Donc, les échanges entre pairs sont intéressants. Hein, dire, je pense que les gens sont capables de dire, enfin, en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai testé ça, mais ça marche pas. Moi, je me suis le dit je ne sais combien de fois. Hein. Ouais. Alors, ça aussi, c'est intéressant d'évoquer ça. C'est à titre du cheminement que j'ai suivi personnellement. J'ai toujours eu des groupes et des structures de test de mes outils. Mhm. Des gens qui acceptaient, qui n'étaient pas forcément des sportifs d'élite, hein, mais qui acceptaient parce que ça leur plaisait, ils faisaient leur préparation physique, mais je leur dis attention, je teste des choses, moi, pour que je puisse voir comment vous réagissez, pour savoir si je mets ça en place avec des gens qui doivent ne pas, euh, Hmm. ne pas se tromper, et il faut que ça soit efficace, que je puisse vérifier. Donc j'ai vérifié je ne sais combien de procédés. Alors par exemple, en ce qui concerne la musculation avec charge additionnelle, même encore maintenant, je connais une multitude de procédés. Ouais, c'est vraiment sur les développements de tout type de force. Je crois pouvoir dire en toute honnêteté et humilité que je ne maîtrise que 3 procédés. Et quand je dis ça, ça veut dire que ces 3 procédés-là, je peux les citer, hein, c'est assez Ouais. simple, je peux les utiliser avec n'importe quelle catégorie de personnes, n'importe quel genre, n'importe quel âge. C'est important à mes yeux, ça. Donc, euh, alors ça va peut-être faire bondir les gens que je vais dire ça. Le 3x3 à 90. Mhm. Sauf que le 90, c'est le 90 d'un gamin qui a 14 ans. Donc c'est bon. Ça, c'est sûr que si je fais ça, et je peux faire le 3x3 à 90 à mon âge, Mhm. Ce sera adapté. ça sera adapté, hein, Mhm. sans problème. Donc ça, je suis sûr que je vais développer la force. Certain. Et que ça marche tout le temps. Hein. Après, euh, le travail isométrique, c'est incontournable. Mais ça demande une grande maîtrise. Alors après, bon, après, il faut être un peu plus juste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je ne vais pas utiliser le travail isométrique, hein, parce qu'il y a une constriction, etc. Donc ça peut poser un peu de problème. Mais il n'empêche que c'est assez peu utilisé et c'est bien dommage. Hein. Et justement, c'est peu utilisé parce que peu de personnes arrivent à former correctement à l'isométrie. Oui, bah c'est pas facile, puis c'est pas Ouais. courant en fait. Hein. Voilà. Et puis après, mon troisième, c'était un peu mon axe, c'est je, je pratiquais le développement de la force de façon cyclique. Mhm. Je n'abandonnais jamais ça, d'un bout à l'autre d'un programme et quel que soit l'âge. C'est-à-dire, je fais un cycle de Un fil développement de la rouge. force, max, et après, avec des relances. Je faisais souvent des relances sur 2 ou 3 séances. Ça Ok. aussi. Hein. Tu peux rentrer un peu plus dans les détails? Bah, euh, souvent, par exemple, on programme un cycle de force maximale à un Ouais. moment donné, hein, qui peut, bon, globalement, pour moi, c'est pas plus de 9 séances. Hein. Ok. Hein, voilà, peu ou prou.
pas moins parce que c'est pas suffisant, et en utilisant des procédés qui imposent au dispositif de mettre en route tout ce qu'il faut, hein, donc plutôt du 3x3 à 90 ou du 4x4 à 80, hein, mais rien d'autre. Hein, Ok. hein, et pas Intéressant. pas de choses sophistiquées, même si on peut les utiliser par ailleurs, hein, dans un autre Bien sûr. moment. Hein, donc du contraste de charge, des choses. Par exemple, en gym, j'ai utilisé beaucoup de contraste de charge, et pour cause. Hein, bon. Et donc le cycle étant terminé, ça c'est un principe physio qui perdure, hein, je pense. Peut-être quelqu'un pourra me démentir, mais toute fonction qui n'est plus entraînée a tendance à régresser. Je suis d'accord. Donc, euh, faire des rappels de force sur 2 ou 3 séances de façon régulière, alors toutes les 2 ou 3 semaines, toutes les 4 semaines, hein, dans cet espace-temps, permet de maintenir les niveaux de force à un niveau élevé. L'une des fautes extraordinairement faciles à montrer, à mettre en évidence dans les périodes de préparation, beaucoup de travail athlétique, beaucoup de travail aérobie, beaucoup de muscles éventuellement, beaucoup de travail de vitesse, etc., notamment dans les sports co, sur une période de 5 à 6 semaines, et puis après on ne travaille plus. Et ça se délite, hein, forcément, petit à petit. Et donc, quand on reprend un cycle, quand il y a une coupure, c'est très difficile à remonter. Donc, il faut toujours entretenir ces capacités-là. Ouais, Hein. une forme d'ondulatoire. Voilà. Ok, je comprends. Hein. Et par rapport au 3x3, moi, on m'avait, je vais pas dire appris, mais plus que suggéré que un 5x3 donnait de meilleurs résultats parce que le volume était supérieur et que le 3x3 serait lié à en fait une sorte d'affûtage, si on peut dire. Ça se défend J'utilise ça se défend comme propos. C'est-à-dire que ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le volume. Ouais, Il faut quand même. Alors, ça veut dire quoi? Tu fais du 3x3, mais qu'est-ce que tu fais dans ta séance? Combien de groupes musculaires? ouais, bien Bon, sûr. c'est ça qui compte, hein, quand même. Et ces groupes musculaires, combien tu le revois dans la semaine? Bon, très, très académiquement, un groupe musculaire, il doit être vu au moins 2 fois dans la semaine. Ok. Hein. Donc, combien tu as de séances de musculation dans ta semaine? Par exemple, dans les sports co, avec les matchs qui sont récurrents, si tu arrives à en avoir 2 par semaine, spécifiquement. Mhm. Parce que là aussi, on peut revenir sur des choses qui sont spécifiquement, pour moi, c'est dans une salle de musculation avec des poids et des haltères, rien d'autre. On ne peut pas développer la force si autrement qu'avec des poids et des haltères. Enfin, je l'exagère un peu, Mhm. hein, mais Ok. si je veux faire du 3x3 90, il faut que je. C'est pas avec mon poids de corps seulement. Ouais. Hein, Ouais, le d'accord. poids de corps du copain. Voilà, il faut le poids de corps du copain en plus, Il etc. faut qu'il pèse le bon poids, c'est Voilà, c'est casse-pied. ça. Hein, voilà. Bon, mais ça reste des outils quand même intéressants, hein, Ouais, c'est pas ouais, ce que je veux carrément. dire. Et donc, selon les intentions qu'on a, selon les Mhm. objectifs qu'on poursuit, si par exemple on a affaire à quelqu'un, alors là on entre un peu dans le détail, quelqu'un qui est plutôt laxe, Ouais. on peut avoir un laxe musclé, mais on n'aura jamais un raid musclé. Ça aussi, il faut avoir ça dans la tête. Ok. La force, elle est liée à la raideur. Ouais. La raideur, pas la. Les gens font aussi cette confusion. Raideur, souplesse, etc. Donc la raideur mécanique. Hein, Mhm. bon. Quelqu'un qui est fort naturellement, d'ailleurs, quand on fait du dépistage, hein, quand moi j'en faisais en gym, je regardais les gamins et je repérais les gamins comme ça. J'étais presque sûr d'avoir quelque chose sous la main qui pourrait me permettre de construire avec eux quelque chose d'intéressant. Les gamins qui courent partout, qui grimpent partout, qui sautent partout et qui sont des chats. Mhm. Pour une discipline comme la gym, c'est important. Hein, bon. Et puis, au niveau musculaire, c'était pas grave, alors que c'est une capacité fondamentale, hein, au gym, d'avoir de grandes amplitudes. Mhm. Hein. Mais s'ils étaient trop souples, j'ai fait un stage en Russie il y a longtemps, rédhibitoire. Les gens qui étaient trop souples, ils sortaient du circuit d'élite. Parce que leur niveau de laxité était synonyme de blessure potentielle. Et de niveau de force pas suffisamment atteint, même avec le travail, qui n'atteindrait jamais des niveaux de force suffisamment élevés. Hein. Quand on regarde par exemple Samir, on Ouais. peut le nommer, Samir, il a un gabarit spécial. Et depuis qu'il est tout jeune, c'est une force de la nature. Hein. Moi, j'ai côtoyé un grand gymnaste, euh, je l'ai eu en stage quand il était gamin, Willy Moy. C'est un gars de la région, là, ici. Willy, il ne pouvait pas mettre les mains comme ça. Il faisait des arçons avec les mains comme ça.
Mais maintenant, il y a déjà aussi fort que lui. Un des jeux qu'on faisait avec lui, il se mettait sur les anneaux, il se mettait en croix de fer, on le prenait par les pieds, et puis on le balançait, donc de très grande amplitude, il était toujours en croix de fer, et il a arrêté le balancement uniquement en faisant ça. Donc, maintenant, on voit des gens très très forts. Ouais, mais ça reste Donc, impressionnant. ce sont des qualités qu'on peut... Développer la force, ça demande beaucoup de temps pour peu de résultats. C'est ce qu'on dit souvent de la vitesse. Oui, la vitesse, encore pire. Encore pire. Encore pire. Donc, dans les disciplines où la force explosive est particulièrement requise, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on peut faire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la discipline, Bien sûr. mais on a des difficultés à atteindre certains niveaux. L'explosivité, c'est quelque chose Bien sûr. qui est très, très difficile à... Et quelqu'un de souple, on sait que la musculation rend un peu raide. Il n'y a pas moyen de... Non, alors on rattrapera jamais quelqu'un qui est doué génétiquement. On a ce qu'on appelle des laxes musclés. Ouais, ça. Voilà, qui arrivent à un niveau de fonctionnalité satisfaisante, mais bon... Il y aurait un plafond de verre, quoi. Ouais, c'est vraiment très caractéristique, ça. Et D'accord. donc, il faut bien... Alors, il y a des signes très typiques, les récurvatums, par exemple, ou les coups en X. C'est des choses simples. Et ça, c'est vraiment très révélateur. Ok, mais tu vois, j'avais pas conscience de ça. Toi qui as écrit un livre avec Adrien Seudo sur l'individualisation. J'ai écrit un article ou deux avec Adrien et nous avons coordonné cette publication. Toi qui as coordonné l'écriture de ce livre. Non, c'est quand même un de tes domaines de prédilection. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée d'écrire ce livre ? Alors, c'est toute une histoire, ça. Ça remonte au temps où Norbert Krantz était à l'INSEP encore, et où il avait lancé avec les éditions INSEP une petite collection pratique, etc. Ouais. Et un jour, il me dit ça serait bien de voir, parce que lui aussi avait ça dans la tête, il l'a toujours d'ailleurs, je pense. Alors lui, il n'appelait pas ça comme ça. Comment est-ce qu'il appelait ça, ça me reviendra peut-être dans la discussion. Bien sûr, bien sûr. Donc, sur les caractéristiques personnelles. Donc, eh bien, on devrait écrire un petit truc. Vas-y, fais du Norbert. 2000 idées à la minute. Donc, voilà, comme ça. Bon, ok, bon, je commence à écrire un peu quelque chose comme ça. Et puis, une autre fois où j'étais de passage à l'INSEP, Adrien arrive. Il dit, Norbert dit, ah, Adrien, voilà. Et puis ça, pendant un temps, c'est resté un peu en stand-by. Et puis, quelques temps après, je dirais quelques mois après, Adrien et moi, on s'est mis vraiment au travail parce qu'on trouvait que c'était intéressant. On a approfondi. C'est passé de quelque chose qui était un petit article comme ça à quelque chose qui est devenu ce que c'est devenu. Et donc, à solliciter des collègues, des gens de terrain, mais aussi des universitaires et aussi des gens qui travaillent sur cette question, de les solliciter avec une ligne directrice. Il suffit de voir l'introduction, c'est ça la ligne directrice. Bon, et puis classiquement, comme ça se fait dans ce genre de travail, avec une limitation en texte, une vingtaine de pages, en restant dans la ligne éditoriale. Ce qui fait qu'on a refusé et on a renvoyé des thématiques qui se sont trop écartées, pas comme ça pour le plaisir. À certains, je me rappelle, on leur a dit, écoute, vous êtes un peu écartés, est-ce que tu veux bien revenir, etc. Donc certains ont fait l'effort, d'autres pas, pour rester bien dans la ligne éditoriale. Déjà, cette partie-là, ça nous a pris globalement 2 bonnes années pour recueillir tous les documents, etc. Puis ensuite, il a fallu établir les liens. J'ai passé beaucoup de temps avec Adrien. On a passé beaucoup de temps pour... Le premier geste, c'était une compilation. Bon, c'était pas tellement... Donc, les critiques qui nous ont été adressées par le comité de lecture étaient très rudes et légitimes. Je lui avais dit, Adrien, on dépose, mais... Et ça m'embêtait. Donc, il était bien d'accord avec moi, mais bon... Et donc, on a refait. Donc, on a refait les liens entre chaque partie. C'était
à partir de ce qui est écrit et que la partie suivante ait un sens par rapport à ce qui a été dit. Donc c'est un gros travail, mais très intéressant. Hein, et très intéressant intellectuellement et très prenant. Moi, j'avais beaucoup de temps pour le faire, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Mais j'ai aussi... alors, comment dire? Rien ne m'était étranger dans les publications. Mais comme elles étaient beaucoup actualisées par rapport ma base de connaissances, j'ai réaffiné un certain nombre de mes connaissances personnelles. Voilà, hein. Parce que, je vais le dire comme ça, mais tu es quand même un des pionniers de l'individualisation ici en France. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, ça fait très longtemps que je suis préoccupé de ça. Oui. Ouais. Ça fait très très longtemps. Donc cette réflexion, tu me disais qu'elle était venue des gyms Oui, qui avaient différentes préférences motrices. oui, absolument. Ouais, Et- c'est déjà, alors, quand cette réflexion, et ce que je disais tout à l'heure, je l'avais observé, j'étais jeune entraîneur, hein, encore, je sais pas à quel âge j'avais, j'avais terminé mon CAPES quand même, j'entraînais, je devais avoir une trentaine d'années, hein, donc déjà là, ça me préoccupait, hein, euh, déjà par rapport, puisqu'on faisait souvent la formation des cadres en gym, on disait, il faut essayer de faire des deux côtés. Je prends un exemple. Mhm. Une roue main gauche ou une roue main droite. Une roue avec la main gauche en premier, une roue avec la main... Pour donner un exemple. Ouais, bien C'est sûr. très simple. Hein. Et déjà là, je voyais que ça posait des problèmes. Que ça faisait... Donc à l'époque, je me disais, c'était par rapport au cursus d'études. Ça, en psychomotricité, on avait évoqué ce genre de choses. C'est le schéma moteur qui... Oui, j'avais déjà ça dans la tête par rapport à mon cursus. C'était flou. Hein. Puis en continuant, par exemple, je me suis aperçu qu'il y avait des gyms qui faisaient... Alors déjà, on est déjà sur des accros un peu plus compliqués. Une rondade dans un sens et un salto dans l'autre sens. À la... Hein. Donc, je me dis, c'est quand même un peu curieux, ça. Normalement, ça tourne toujours dans le même sens. Mhm. Cerveau gauche, cerveau droite, etc. Pied d'appel. Moi, je suis complètement symétrique. Ok. Mais il y a des gens, non. Ouais. Ils sont pied d'appel gauche, mais sur la main, c'est l'autre côté. Donc, et dans la gym, il faut qu'on soit habile des deux côtés. Bon, donc c'est quand ça tourne sur le plan longitudinal. Donc, c'est en découvrant toutes ces formes-là que je me suis interrogé, que j'ai essayé de trouver des solutions. Et donc, je suis entré, sans le nommer comme ça, dans un processus d'individualisation. Ok. Et sans le nommer, comme on le nomme maintenant. Et comment est-ce que tu as empilé chaque brique pour arriver au livre? Parce que le livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il est quand même très riche de thématiques qu'on peut individualiser, de la nutrition, au cycle menstruel, à la motricité, Alors, à plein de choses. Comment ça- est-ce que tu as empilé ces strates-là? ça, c'était... comment dire, Adrien et moi, on a longtemps discuté de ça. On savait bien... Enfin, l'approche traditionnelle académique, c'est la physio. Ouais. Maintenant, il y a une autre approche qui devient aussi académique, c'est l'approche psy. Hein, je vais le dire comme ça. Mes collègues qui travaillent dans ce domaine ne vont pas apprécier, mais bon, je m'en Ils t'en excuse voudront auprès pas. d'eux. Hein, voilà, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Donc, avec deux pôles importants, mais qui ne communiquaient pas. Hein. Et puis, quand on continue et qu'on ouvre le champ de réflexion, hein, c'est ce que moi j'appelle la technique en escargot. Hmm. Ça ouvre ça. Ah, mais ça ouvre ça. Bon. L'alimentation, c'est une évidence que, bon, par exemple, moi je peux manger beaucoup, je resterai toujours comme ça. Hein. Donc, que mon morphotype n'est pas le même et que donc ça répond à certaines choses, que mes capacités à absorber les sucres, etc. Bon, bref, on s'est dit, ah bah oui, ça c'est aussi une donnée importante. On a ouvert le champ des possibles comme ça. Et donc, ce bouquin, c'est pas fini, on peut continuer, hein, parce qu'il y a bien Bien des sûr. champs qu'on n'a pas abordés. Et on sait que dans certains domaines, ça continue à avancer, mais dans d'autres, ça ne bouge pas encore trop. Hein. Et puis, l'autre caractéristique de cet ouvrage, c'est qu'il va de production de collègues qui sont très terre-à-terre dans le bon sens du terme, parce que c'est leur pratique de terrain dont ils parlent, à des choses qui sont très sophistiquées. Hein, par exemple, je suis persuadé, même si on me dit le contraire, qu'il y a un élément, il y a
une partie de ce bouquin qui est peu abordable pour la majorité des gens. Hein, il y a des éléments, parce que Très universitaire. c'est très universitaire. Ouais, clairement. Bon. Et donc, on l'a voulu comme ça. Mmh. On l'a voulu. On l'a souhaité comme ça. Ouvert, des gens qui témoignent du terrain, et puis des gens qui témoignent de quelque chose qui nous emmène loin, et peut-être que ça nous emmène trop loin individuellement, mais et aussi sur les champs les plus possibles, pour qu'on comprenne bien que nous sommes tous des êtres différents. Et que dans le domaine de l'entraînement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, parce que c'est ma conviction profonde, on ne peut pas, on ne doit plus le négliger. Et que donc là, le paradigme, il doit avoir complètement changé. Quand je dis ça, je sais très bien qu'il n'est pas en cours de changement partout. C'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Sur le terrain, comment est-ce que tu fais quand tu as un groupe de 20, 30, 40 sportifs en même temps? C'est ce qui se passe dans les clubs. Comment est-ce que tu fais pour individualiser? Il y a quelquefois de très gros effectifs. Ouais. Hein, bon. Parce qu'idéalement, on travaille avec un athlète ou un sportif, mais ça arrive quasiment jamais. Non, ça n'arrive jamais. Comment on fait? Hein. Et même, par exemple, avant de répondre à ta question, là, je suis allé ici, il y a un pôle gymnique qui, entre guillemets, dans le bon sens, produit des gymnastes jeunes de qualité qui accèdent, où le jeune entraîneur qui s'en occupe est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très ouvert, etc. Bon. Et ben là, quand on est là, il me dit hier, moi je suis débordé. Et je dis, débordé, dis-moi combien tu as de gym? 8. Pourquoi m'a-t-il dit ça? C'est parce qu'il ne peut pas matériellement tout seul travailler strictement individuellement avec chacun des 8 gyms. Donc, quand il me dit, à la limite, il m'a encore dit ça hier, quand il y a un ou deux qui sont blessés, c'est bien parce que j'en ai que 5, j'ai plus de temps pour m'occuper d'eux. Hein, bon, c'est peut-être atypique, mais ça révèle bien. Donc, pour revenir à ta question, dans les effectifs de sport co, par exemple, notamment du rugby, ils sont 40, 50. Pour moi, c'est inconcevable. Donc là, dans ces conditions-là, je sais fort bien que je ne pourrais pas faire de l'individualisation, au sens strict du terme. Par contre, j'essayais, quand j'étais dans ces conditions-là, je donnerai un exemple, si je ne le perds pas en cours de route, de modéliser des thématiques de travail par rapport au poste. Déjà. Ouais. Les avants, c'est ce qu'ils font dans le rugby. Hein. Les avants, et encore dans le paquet des avants, il y a des postes différents, les 3/4, etc., etc. À minima. Bon. Et puis, évidemment, j'éviterai de faire les abdos, tout le monde pareil, hein, par exemple. Hein. Voilà. Ça, dans le cas de... Le domaine de l'entraînement où on peut le plus facilement et le plus utilement individualiser, c'est la préparation athlétique. Bien sûr. Elle peut être collective, mais chacun ne fait pas le même nombre de reps, pas la même charge, donc c'est pas compliqué, mais c'est dans le même temps. Seulement, ça demande un gros travail de préparation. Hein. Quand j'étais prof à la fac, tout début, j'avais eu des effectifs comme ça. J'étais un jeune prof, hein, j'ai commencé, j'avais pas 30 ans. Hein, et c'était une séance de condition physique pour les étudiants. Tous les étudiants, garçons, filles, etc., de la fac dans laquelle je travaillais. Hein. Donc, comme ça existe. Mais comment je vais faire? Bon, alors je vais faire un circuit. OK. Donc, ça me permettait de mettre... circuit, c'est une forme de travail. Bien sûr. Ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Bon. Donc, je vais travailler autant et avec un nombre de répétitions maximales pendant ce temps. Ça veut dire déjà que j'avais introduit une notion inconsciente, à l'époque inconsciente, parce que je ne m'étais pas posé comme ça. Chacun faisant son maximum dans un temps donné, ce n'était pas la même chose. 10 reps, 15 reps, 20 reps, 3 reps, hein, pas de reps parce que c'est trop dur. Et puis pour que ce soit bien clair, alors ça c'était aussi parce que tous les entraîneurs gym font des dessins. C'est vrai. Hein, voilà. C'est vrai. Bon. Donc, c'était Rodolphe Boucher qui me montrait justement. Ouais. Ça me faisait marrer. Donc, à chaque atelier, j'avais fait une fiche avec des dessins et avec des variantes. Donc, chacun choisissait en fonction de comment il se sentait, etc. Bon, voilà, ce sont des outils. Pour moi, c'est de la pédagogie pratique, ça. Ah ouais. Hein, et c'est pas s'arrêter à quelque chose qui est comme ça, puis que tout le monde fait. Serait-ce que ça fonctionnait bien. Et après, alors, c'était un peu martial. C'était rigolo. Parce qu'à l'époque, je faisais ça. Je faisais tourner au sifflet.
Bon, voilà. Hein, mais bon, ça peut faire sourire des gens maintenant, mais bon, ça fonctionnait bien et j'avais quelquefois 80 personnes dans le gymnase. Hein. Hmm. J'avais pas d'autre solution Sûr. pour pouvoir travailler. Hein. Ça me fait penser par une anecdote dans un club de judo, une de mes premières expériences. Je remplace l'entraîneur principal qui était malade et je me retrouve seul. J'avais peut-être 23 ans. Donc j'étais déjà prof de judo. Je me retrouve seul face à plus d'une centaine de judokas. Ah oui, Judokas. au judo aussi, c'est beaucoup. Ouais. J'étais arrivé quelques semaines avant dans ce club-là en tant que prof chez des cadets juniors. Et tout le monde voulait me tester en fait. Oui. Donc je commence à faire une séance technique. Alors j'avais beaucoup bossé pour qu'elle soit la plus parfaite possible. On m'a prévenu l'après-midi. J'ai passé tout l'après-midi à réfléchir à ma séance pour qu'elle soit nickel. Au bout de 10 minutes, enfin, peut-être allez, 20 minutes, je me dis mais non, mais c'est le bordel en fait. Personne n'écoutait, il y en avait qui discutaient, d'autres qui faisaient d'autres exercices. Et je me rappelle seul au milieu de cette foule, parce que là c'est une foule. C'est impressionnant. En plus, je suis pas extrêmement grand, j'ai pas une voix énorme. Et là, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire ça? Et il m'est venu l'idée de dire, ok, vous voulez pas bosser technique, pas de souci, on va faire un circuit. Et là, je me suis dit, par contre, là, je vais être méchant. Ouais. Et donc, j'avais mis un circuit en place, un sifflet, Ouais. les poubelles, les grosses poubelles de gymnase, je la mets au milieu du tatami. Donc, j'avais mis plein d'ateliers en 3 minutes, hein. Très simple, avec 3 plots. Et voilà, je donne les consignes, je dis voilà, ça coûte siffler, vous devez passer à l'atelier suivant, blablabla. Tout le monde bug un petit peu, mais je me dis au moins ça les cadrera un peu. Ouais. Et il y en a un qui me dit mais c'est pourquoi faire la poubelle au milieu là? Je dis tu verras pourquoi. Et je dis ah ouais, vous voulez pas m'écouter? Ah, je l'avais eu mauvaise. Et il commence à faire le circuit. Et il y en a un qui vient vomir dans la poubelle. Et donc tout le monde comprend. Et là, moi, visage fermé avec mon sifflet, je rigole plus. Enfin Ouais. voilà, le mec sympathique a disparu. Et je dis, oh purée, je vais me venger. Il y en a une dizaine qui sont venus vomir. Et ils étaient tous, mais morts. Et le premier qui a vomi, il allait pour enlever la poubelle. Je dis, non, non, tu la laisses là pour que l'odeur, elle se diffuse et pour que tout le monde se souvienne de cette séance. Tout le monde choqué. Moi qui était... Bon, après, on en a rigolé, hein, on en a beaucoup rigolé. Et en fait, tous ceux qui étaient là m'ont appelé le militaire. Oui, bah oui. Sauf que de ce jour-là, à chaque fois que je disais, les gars, on fait une séance technique, plus personne ne me parlait. Parce que tout le monde avait le souvenir de ce truc-là. Quand j'avais touché à la poubelle, ça m'avait dégoûté. J'étais allé la laver et tout, j'en pouvais plus. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais ce côté militaire, parfois, est un peu nécessaire Oui. pour gagner le respect de la foule, en tout cas. Peut-être, oui, peut-être. Voilà. C'est la seule fois Mais- de ma vie où j'ai fait un truc comme ça, mais ça m'est resté, j'en rigole maintenant. Mais... Ceci étant, dans mes souvenirs, c'est vrai que les athlètes, notamment dans les sports co au début, je ne sais pas comment c'est maintenant, quand c'était le temps de la préparation physique, ils me regardaient de travers. Hein. Ouais. C'est bon, ils savaient. Il y a des fois, j'ai fait des choses, je ne le ferai plus maintenant, je faisais du 10-10. Ouais. C'est énorme. Hein, quand je faisais ça, ils me regardaient vraiment de travers, les gars. Hein. C'est bon, Ouais, c'est les méthodes Cometti de l'époque. oui, même ça pouvait s'étudier. En fait, j'utilisais toute une plage. Ouais. Je faisais du travail, c'est l'ancêtre du HIT. Hein. Ouais, complètement. Donc, je faisais une plage de travail en temps qui commençait de 5 secondes jusqu'à 45 secondes. Mhm. Donc, 5, 10, 15, 20, 30. Alors, 10-10 en temps, pardon, je Oui, croyais en après, série attends, répétition. je Oui, poursuis pardon. là. C'est un petit tableau, je l'ai dans la tête là. Ouais. Donc, mais les temps de travail, d'application de la charge de travail, quel que soit l'exercice, hein, courir, sauter, soulever des charges, enfin peu importe, hein, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes et 45. Ouais. Et de l'autre côté du tableau, c'était donc un temps, un demi-temps, un temps et demi, 2 temps, 3 temps et Pour la plus. récupération. Voilà. Donc, je pouvais faire du 5-30, par exemple. Ou je pouvais faire du 15-15, c'était classique à l'époque. Hein, et que je faisais, par exemple, 10 fois 15-15, avec, par exemple, du travail de déplacement spécifique sur le terrain de handball, par exemple, hein, avec des formes. Alors, bon, ils aimaient bien ça, ces formes-là. Et donc, quand je faisais ça, hein, au bout d'un certain temps, ils appréciaient vraiment. Mais au début, quand j'ai commencé à faire ça, donc ce qui était important pour moi, c'était ça. C'était
Alors, d'où j'avais sorti ça, c'était de mes lectures sur les courants de physio à l'époque, hein, quand j'ai fait mon cursus, c'était des courants suédois, à Strand, tu vois, bon, où j'avais tiré ces chiffres-là intéressants. Bon. Et je m'étais aperçu après que les Québécois faisaient la même chose. Mm. Hein. Donc, alors, je suis allé regarder un peu. Je suis même allé au Québec une fois. Et c'était intéressant. D'ailleurs, on revoit comment il s'appelle. Il publie de nouveau dans la revue Sciences et Sport. Comment il s'appelle, notre ami canadien là, qui fait le travail par intervalle. Son nom m'échappe. Ça va me revenir. Il publie parce qu'il travaille beaucoup dans le triathlon de haut niveau maintenant. Ok. Donc, ça va me revenir. Je l'ai pas. Si, c'est... Francophone? Comment? Oui, Fran- francophone. Et il est très souvent en France. Bon, Oh, ça ça reviendra. va rien. Là, je l'ai pas. Ouais. Ok. Bon. Et donc, lui, il faisait aussi des choses comme ça. Alors, pour le développement de la VO2, Ouais. hein, donc en pourcentage, c'était intéressant. Et donc, il a encore un peu évolué là maintenant, mais ça reste la base la même. Et ça fonctionne bien. Donc, ce sont des formes qui sont exigeantes sur le plan physique, sur le plan mécanique. Donc, il faut faire attention quand on manipule ces choses-là. Alors, ça peut se faire en continuum, mais c'est plus intéressant de travailler en bloc. Par exemple, j'aimais bien utiliser à cette époque-là, avec les joueurs de handball, du 5-15. Ouais. Parce que les temps correspondaient bien. Mm. Et je faisais 10 fois 15-15, 3 ou 4 fois, avec à chaque fois une thématique de déplacement ou euh, de situation typique du jeu, dissocié du jeu, mais qu'il travaillait. Hein. Par exemple, les relances ou des avancées reculées, des stops de retour avant-arrière, etc. Bon, très, très, très classique, il n'y avait rien de... Hein. Et ça fonctionnait très, très bien. À la fois, on développait effectivement la puissance maximale aérobie, certains. Alors, pour pouvoir augmenter de façon notable, pas forcément des proportions importantes, il faut en faire très régulièrement, autrement ça ne sert à rien. La notion de quantité de travail fait à ces intensités-là. Ouais. Ça développait la vivacité, la vitesse de réaction. Et chez les plus jeunes, ça développait aussi la force musculaire des membres inférieurs. Chez les plus jeunes. Donc, c'était un tout en un, quoi. Hein, sauf que quand il y a trop de tout en un, ça finit par poser problème. Hein, voilà. Ouais, Mais c'était des formes intéressantes, ça. C'est quelque chose Comment exprimer ça? Sur le travail de circuit training ou de HIT, comme tu le décris, on voit vraiment de tout et de rien. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens utilisent le circuit sans même se poser les questions de pourquoi 5-15, pourquoi 15-15, pourquoi 30-30. Et les gens se posent plus forcément ces questions-là. Ils le font par habitude. Oui, ils le font, oui. Comment est-ce que toi, tu as réussi à calibrer? Tu parlais des études d'Astran. Oui, Est-ce entre que autres, tu as... mais après, Ouais. Est-ce que tu as... par C'était en exemple, testant, en voyant les résultats, ou vraiment sur la base de la les résultats littérature? aussi, mais j'ai aussi, par exemple, très tôt abandonné le 30-30. Ouais. Parce que c'est vraiment trop impactant. Ouais. Hein. Sur le plan central? Oui, oui. Ouais. Et bon, j'ai lu beaucoup de documentation sur ce sujet. Maintenant, on voit si les gens sont curieux un peu. Plutôt, bon, ils disent, ça me parle, ce temps-là, le 5-15, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouais. Donc, il y a maintenant des écrits académiques qui traitent la question. Par exemple, sur le 30-30, c'est bien documenté et bien démontré que c'est très coûteux et que c'est plutôt à éviter. Hein. Bon. Donc, quand on est un peu attentif, on se dit, ah oui, faut pas que j'utilise ça à la légère. Hein. Bon, il y a le moment d'application aussi du système. Bon. Donc, il faut en même temps, c'est toujours, on l'a un peu évoqué au tout début de notre entretien, sur le plan pratique, je fais un certain nombre de choses, je le mets en place, je fais des observations, mais quand je m'interroge, je vais revoir au niveau de la recherche académique, qu'est-ce que je peux trouver. Et là, par exemple, hier, j'ai fait encore ça, même que j'entraîne plus, je lis toujours des choses comme ça. Je sais, on m'a raconté déjà. J'ai des informations. et comment dire, hier, j'ai recherché, donc, alors moi, déjà pour commencer, il faut aller de bon endroit. Google Scholar.
Déjà, pour commencer, Ouais. c'est plus simple. Il y a d'autres choses, hein, évidemment, mais comme j'ai plus accès aux outils facilement Hmm. maintenant, puisque je ne suis plus en fonction, c'est que c'est un peu plus difficile. Ouais. Hein, voilà. Et Est-ce que, donc, est-ce que tu as installé SciHub ou pas encore? ouais. Faut pas le dire. et, et donc, eh ben, les gens, s'ils font pas attention, mais je mis des publications par les dates, donc au-delà de 2021, donc entre 2021 et 2024. Là, eh ben, je vois des choses qui complètent ou qui précisent ou qui affinent, notamment sur ce dont on parlait, par Bien sûr. exemple. Bon, là. Donc il faut faire cet aller-retour, surtout quand des questions commencent à se poser. Il n'y a rien de pire que d'appliquer un dispositif sans se poser la question. Ouais, carrément. Bon, Et comment est-ce que tu fais pour rechercher ces informations? Parce que on dit souvent, ben, on va voir les lectures scientifiques. Comment est-ce que tu fais pour arriver à trouver la bonne information? Alors, bah ça c'est le problème de tout le monde, hein, et pour tout. C'est-à-dire que bon, il faut aller sur des sites qui sont des sites qui sont des sites scientifiques. Bon, si je veux lire quelque chose de sérieux, je vais par exemple sur le site d'Elsevier, par exemple. Hein. Ouais. Bon, entre autres, il y en a d'autres. Hein, et quand on a accès au plan professionnel à, à des publications qui sont payantes. Hein, Hmm. par exemple, pendant longtemps, j'allais quasiment tous les jours sur le site de l'American College, par exemple. Hein. C'est des sites comme ça. C'est D'accord. pas en ouvrant la page comme ça, même si je mets des mots-clés, tiens, j'ai fait ça là. Durée, parce que ma femme, elle m'avait posé la question hier. Durée d'application, c'est aussi intéressant ça. Durée d'application des temps d'étirement. On peut en parler. Hein, voilà. Volontiers. Bon, bah là, ça a été bien investigué, bien démontré. Ça sert à rien de tenir pendant 3 minutes une même position. Alors quand on dit ça aux gens, alors je dis ben, sur le plan neuromoteur, certains travaux des neurosciences montrent que c'est plutôt intéressant de maintenir une position à la limite de la douleur entre, allez, moi je donne cette fourchette, 5-15 secondes, de faire un stop pour relâcher et de reproduire ça 4, 5, 6 fois sur un espace de temps. C'est pourtant simple ça. Ça c'est documenté. Mais Hmm. encore faut-il qu'ils y aillent. Et la réponse est toujours ah oui, mais dans ma formation on m'a dit qu'il fallait tenir 3 minutes. Et il y a 3 quarts des gens ils Tout peuvent pas évolue. tenir. Hein, oui, ça évolue. Hein, c'est bon. Bien sûr. Donc ça oui, c'est. Et alors ça c'est les mises à jour. Par exemple, si on ne fait pas attention aux années de publication, Pascal Prévost, qui est un bon ami, qui a publié beaucoup de choses Hmm. là-dessus, il y a un article, c'est écrit mise à jour, sauf qu'il date de 1999. Bon, ah oui, d'accord. Hein, là aussi, c'est cette notion-là euh, sur les références. Donc déjà, quand on lit quelque chose, il faut que les gens apprennent à regarder quelles sont les sources. Hein, c'est la première chose. Bon, moi, il y a des choses que je valide absolument pas parce que je ne vois pas de source. Hein, c'est bon. Oui, mais t'es gaspillé, hein. Ah Si on peut bah, plus dire ce qu'on veut. oui, voilà. Si, mais ils ont le droit de dire, hein, c'est bon, pas de problème. Hein, Ah ouais, c'est le et problème quelquefois, aujourd'hui. bon, il y a des gens qui utilisent des sources et qui les dévergondent, les Ouais. sources. Hein, donc, bon. Parce que Donc, parfois, ils il y les a, comprennent pas bien. oui, oui, Ça peut m'arriver, moi le premier. oui, ben, à tout le monde. Hein, c'est Hmm. bon, des erreurs d'interprétation, une lecture un peu inadéquate, Trop bon, ça rapide, arrive. Hein, ouais, bien ouais, sûr. ouais, bien sûr. Puis, quelquefois, on lit avec son propre prisme. Donc, ça introduit un biais. Hein, donc, il faut avoir un peu en tête ça. Donc, savoir qu'une publication, elle commence à être obsolète dès maintenant. À mon époque, c'était Ouais. 10 ans. Maintenant, c'est Maintenant, 5 ans. 2-3 ans, ouais. Même, s'il y a Ouais, même encore plus selon les court. thèmes. Hein, selon les thèmes. Hmm. Parce qu'il y a des choses qui perdurent hein, quand même. Par exemple, le, le- le système musculaire, les contractions rapides, etc. Ouais. Ça reste Ouais, toujours ouais, ouais. d'actualité, même si ça s'affine. Hein. Bien sûr. Voilà. Hein. Oui. La recherche scientifique, souvent, ne fait que confirmer ou donner des cas Oui, particuliers. c'est ça. Ouais, Hein. mais les règles Mais générales, c'est on les un état connaît, d'esprit, n'empêche. ça. Hein. Bien sûr. Il y a des gens. Moi, j'ai toujours cherché à comprendre. J'étais un casse-pied avec mes entraîneurs. Je voulais savoir pourquoi ils me faisaient faire ça quand je sentais pas le truc. Bon, ok. Mais et j'étais casse-pied en tant qu'entraîneur parce qu'il y a des athlètes qui disaient mais non, pourquoi tu me demandes ce que je ressens, etc. Mais moi, je m'en fous. Dis-moi ce que je dois faire. C'est une championne d'Europe qui m'a dit ça. Dis-moi ce que je dois faire d'athlète.
C'est tout. Le reste ne me demande pas. Et est-ce que ça a fonctionné? Oui, oui, elle était. Non, ça va. Ça fonctionnait parce qu'en fait, elle avait une approche mentale très rigoureuse, très bon. Mais c'est vrai qu'elle voulait pas être embrouillée par pourquoi je lui demandais comment t'as senti ça. Mais du moment où elle donnait Ouais, confiance à ouais, quelqu'un, ouais. Hier, tu parlais des petits gyms là. Celui qui a un bon avenir là, il est en train de travailler sur des lâchers là, et un lâcher à la barre fixe, hein. Il y en a un qui lui pose problème, et donc il fait une exécution qui n'était pas trop mal. Donc il descend là-bas, et je lui dis tu peux me dire du moment où tu as commencé ta bascule, comment ça a fait? Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il est incapable de le faire. Donc moi, Mhm. je ne vais plus lui redemander ça maintenant. Maintenant, je vais prendre la vidéo, puis je vais lui faire regarder, hein, pour qu'il puisse faire. J'ai posé une question qui n'était pas dans son champ de compréhension, Ouais, bien sûr. là, pour le moment. Donc il faut réussir à l'éveiller à ça pour Voilà. qu'il puisse y répondre un jour. Un très bon gymnaste, ou par exemple un très bon escaladeur, il est capable de dire, dans l'ordre, toutes les prises qu'il a fait Ouais. pieds-mains. Et même la visualiser Et avant même de à monter. visualiser. Ah bah oui, ouais, ils avant sont, de ils sont visualiser. extrêmement forts. Ça, hein, ça. C'est impressionnant. Bon, ça m'avait beaucoup étonné. J'avais fait un petit programme de recherche, entre guillemets, basique, avec un de mes collègues de l'ENSA il y a quelques années. Et ça m'avait beaucoup troublé, là. Je les voyais, ils étaient devant, comme ça, debout, regardaient le mur, comme ça, puis d'un seul coup, ils partaient. Pom, pom, pom. Puis quand ils redescendaient, c'était le test, hein, qu'on faisait. Mhm. Et quand ils redescendaient, donc maintenant, dis-nous, dans l'ordre, les prises, les appuis, pied gauche, pied droit, et ils décrivaient sans presque jamais faire d'erreur. C'est Là, il impressionnant. se déroule le film et Ouais, il l'imagine ouais, avant de monter. ouais. Qui fait un petit peu d'escalade en loisir. Je voyais, j'étais pas capable de faire ça Ah, ou ouais, ça- pas à leur échelle du tout. Et je les voyais, ils visualisaient sur une voie qu'ils venaient de découvrir. ouais. Et moi, en fait, j'avais besoin de monter, de dire ah ouais, non, mais là, si je pars avec ce pied, ça marche pas. En Non. fait, là, je suis bloqué, Non, hop, mais je eux, ils la redescends, je lisent. refais. Et eux, ils arrivent Et à ils lire la ça. lisent du bas, d'abord. C'est ça, à complètement visualiser leur corps dans l'espace, Ouais, dans un autre temps. ouais, Et je trouvais ça, mais incroyable. ouais. J'étais Et là, par fasciné par ça. exemple, le niveau des... Alors là, on peut parler d'expertise, augmenter avec la capacité, le résultat des tests, hein, c'était Mhm. vraiment... Entre parenthèses, à une époque, l'ENSA faisait de très très bons travaux de recherche à l'époque, Ok. dont je parle. Ouais. Et maintenant, je ne sais pas, hein, parce que je travaille plus dans ce domaine-là. Mhm. Et donc, comment est-ce que tu conseillerais à un entraîneur qui vient pas forcément du milieu universitaire, comment est-ce qu'il pourrait faire cette veille scientifique sans avoir forcément le Alors, jargon ou les outils adaptés? c'est un bon terme, ça. En fait, il faut qu'il trouve un accompagnement pour pouvoir le faire. Pas forcément quelqu'un qui lui tient la main tout le temps, Mhm. mais qu'il est... Alors, c'est pas facile à faire. Alors, normalement, c'est le rôle d'un dispositif de formation, ça. De donner des pistes. Quand moi, je faisais de la formation, en ce temps, je donnais beaucoup de références, quelquefois trop, peut-être, hein, j'en ai conscience, mais une fois que les gens qui étaient sortis du circuit de formation dans lequel je travaillais aient toujours à disposition des pistes ou des outils. Donc, avoir une bibliographie, hein, déjà. Ou déjà apprendre, s'il est seul, à ne pas utiliser. Comment apprendre à utiliser correctement Internet? Alors, il faut être accompagné pour faire ça. Donc, il faut avoir accès au moins à un moment donné à des espaces de formation. Mhm. Mais ceci étant, il faut être avant tout curieux et avoir envie de le faire, hein. Bon. Et déclencher cette demande. C'est-à-dire, bon, ouais, peut-être que je peux aller voir qu'est-ce qui se dit dans ma discipline, etc. Mais pas n'importe où, hein. Par exemple, un entraîneur de foot de niveau régional, il y a des sites qui sont très accessibles pour lui et qui sont satisfaisants du point de vue académique, sans être très compliqués, hein. Mais encore faut-il que quelqu'un dise, bah, tu vois, tu peux regarder là, va voir là, etc. Donc ça, c'est malheureusement très difficile à faire une fois qu'ils sont sortis d'un circuit de Mhm. formation, hein. Vous trouvez, j'ai bien dit le terme, un accompagnement, hein, Ok. hein. Euh, ouais, Pardon, vas-y, j'allais te poser la dans question, mais... les structures évoluées, c'est le rôle du data scientist ou du sport Oui, scientist, ça, ouais. entre autres. Mais j'aime bien me mettre, parce qu'en fait, dans l'émission, on parle beaucoup de sport de haut niveau.
parce que je vais aussi chercher ça, parce que ça m'intéresse moi. Oui, Mais j'aime bien me mettre aussi à la place d'un entraîneur de club oui, du fin mais fond c'est de la bien. Corrèze, parce qu'on a pris l'exemple tout à l'heure avec Raphaël dans la voiture en discutant. Et de dire, bah, cette personne n'a pas forcément accès à un data scientist ou n'importe quoi, il est tout seul dans sa petite asso. C'est le cas de la grande majorité. C'est ça. Ouais. Et donc voilà comment est-ce qu'il pouvait faire. Est-ce que s'il contacte la faculté de sport, le STAPS, pas loin Il de chez peut, lui, est-ce qu'il peut avoir des réponses ou c'est il plus peut compliqué? toujours, il peut toujours, oui. Bon, Ouais. par exemple, moi, dans ma commune, j'ai fait une proposition au, au service municipal des sports de me mettre à disposition et à la demande, dans les mesures raisonnables, hein, Mhm. des clubs sportifs de la ville, aux équipes d'encadrement. Donc, par exemple, le Génial. club de foot, il m'a contacté parce que dans ce club-là, il y a des entraîneurs que j'ai eus en qualité de joueur, donc, ou que j'ai eu en formation par Bien ailleurs, sûr. hein, le brevet d'État par exemple. Et donc voilà, donc, quand ils ont un souci, ils m'appellent. Mhm. Un souci, une question. Bon, voilà, voilà. Mais trouver une personne comme l'exemple que je décris, mais ça existe. Hein. Alors après, on peut tomber sur tout. Par exemple, c'est aussi un cas concret là. Une personne que j'ai beaucoup accompagnée pour le triathlon, c'était un débutant. Et puis bon, maintenant il est capable de gérer un peu. Je lui ai suggéré de prendre contact avec un gars qui propose, qui est lui-même un ancien triathlète, qui a une formation, Mhm. qui propose, il l'a fait, ça ne matche pas. Ben voilà, c'est tout. Hein, mais Bien sûr. il y a beaucoup de gens qui proposent ce type de service-là. Alors après, c'est comme un ouvrage académique hein, Mhm. ou une publication. C'est où les références? Si ce qui est démontré, c'est avec 3 ou 4 sujets, c'est pas tellement intéressant, hein, Oui, par carrément, il exemple. faut regarder le protocole. Voilà, il faut regarder le Ouais. protocole, D'où le etc. fait d'être accompagné parce que quelqu'un Voilà. qui vient d'un cursus universitaire, c'est des choses qu'on nous apprend. Oui, Alors que quelqu'un qui vient d'un diplôme fédéral, même s'il va comprendre l'application, il aura peut-être pas, ouais. en tout cas au départ, hein, si on ne l'a pas éduqué à ça, Ouais, l'esprit critique. ça demande une certaine éducation. C'est-à-dire qu'il Complètement. faut d'abord avoir l'envie, enfin, il faut surtout être curieux. Ouais. Hein. C'est bon, si on est curieux. Alors, c'est comme en tout, hein, il y a des artisans, Mhm. et, hein, avec de bons ouvriers, il en faut. Et puis, il y a des concepteurs. Non, on a toute la palette, hein, c'est pareil. Hein, donc, Ouais, j'adore. si on n'est pas curieux, on n'est pas curieux. Voilà, donc, et on peut très bien réussir en étant très opérationnel dans ce qu'on sait faire, hein, par ailleurs. Ouais, carrément. C'est pas contradictoire. Mais il y a des gens, ils veulent pas se poser des questions. Ça les intéresse pas. C'est curieux à entendre. Enfin, pour des gens comme nous qui sommes intéressés à comprendre ça leur pose pas de problème. Hein. Ok. C'est étonnant quand on rencontre des gens comme ça. Ouais, ouais, très. Euh, Mon petit doigt m'a dit Ah, que tu étais très très fort sur toute la bibliographie de la charge d'entraînement. Est-ce que ouais, mon petit doigt a raison ou pas? oui, j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Je continue à lire des choses encore là-dedans parce que ça me passionne. Oui. Alors, je vais te poser une question qui, moi, m'a perturbé ou animé, je sais pas, pendant plus de 5 ans. C'était de réussir à trouver un système pour gérer la charge d'entraînement dans le judo, hors de la préparation physique, vraiment sur la spécificité judo, où on a une problématique, c'est qu'on ne peut pas porter de cardio-fréquence mètre, Mhm. on ne peut pas faire des lactates à tous les entraînements, Mhm. on ne peut utiliser quasiment aucun outil externe. Alors Parce peut-être que le que règlement l'interdit. le règlement d'interdit, et c'est surtout très dangereux même Oui, c'est à dangereux. l'entraînement. Ouais, ouais, c'est Un dangereux. cardio-fréquence mètre au niveau Ouais, des côtes ouais, sur une chute, ouais. ça peut créer des dégâts. Alors pas tout le temps, mais ça peut arriver, donc on préférait complètement éviter ça. Comment est-ce que toi, tu pourrais, euh, avec ton expérience, tes lectures, trouver une solution pour ça, pour gérer Alors, la charge d'entraînement quand on n'a pas forcément accès à ouais, des outils externes? en approchant un petit peu ton exemple, là, quand, bon, où tu ne peux pas utiliser les technologies à cause des risques, Ouais. même si on peut penser que maintenant, il existe des technologies qui minimisent ça. Ça arrive parce qu'il y a les Ouais. t-shirts connectés qui sont en Voilà, test là c'est en ce ça. moment, Les bien sûr. t-shirts collectés, hein, Ouais. et ça commence à prendre bien forme. Donc ça pourrait aussi Mm. éclairer. Euh, sont des choses indirectes, mais qui ont une certaine valeur. Bon, je donnerai un exemple après. Mais pas plus, il ne faut pas y accorder plus qu'il ne faut. Hein. Ouais. Donc là, on fait appel, par exemple, à l'échelle De Borg.
de Borg, qui est un bon outil. Alors ça dépend, tu peux utiliser... il y a plusieurs types d'échelles. Hein. Ouais. Bon. Numéroté, non numéroté. Voilà. Hein. Et puis ça dépend des gens avec qui tu travailles. Par exemple, avec les tout petits, en gym, je faisais ça il y a très longtemps. J'utilisais des couleurs. Hein, et Norbert aussi encore a utilisé longtemps des couleurs, même avec des échelles. Vert, orange... vert, orange... Ah non, il en manque une. Les 4... orange, rouge. Hein, rouge, ça brûle. C'est bon. Hein. Et donc, je pouvais utiliser ça parce que ça me donnait un ordre d'idée. Hein, à la fois pour les préparer, j'affichais dans le gymnase la couleur. Aujourd'hui, l'entraînement, il y avait une couleur affichée d'entrée. Quand c'était rouge, déjà, ça changeait. Bon. L'ambiance était calme. Et même si je ne faisais pas tout rouge. Hein. Voilà, bon. Et puis après, c'est aussi un des outils qu'ils ont développé à l'INSEP sur le niveau de la fatigue. Avec le... Comment il s'appelle ? C'est dans Athlète 360. Il y a ça. Les gamins peuvent... mon fils, il a souvent fait ça avec les garçons et les filles du Pôle France basket à l'INSEP. Il rentre dans l'application une couleur, il y a différents items. Bon, donc ça donne un ordre d'idée. Il y a des marqueurs subjectifs. Des marqueurs subjectifs. Le ressenti. Hein, et après, je mettais souvent en relation le ressenti, par exemple, avec ce que moi j'avais prévu. Hein, par exemple, j'avais prévu un entraînement rouge, donc c'est dans la zone entre 8 et 10. Et si le gars me disait 5, ça me posait problème. Donc, alors après, dans les sports co, c'était aussi, j'avais appris ça. Souvent, ils étaient déclaratifs en dessous ou au-dessus selon les circonstances. Par rapport aux sélections ? Oui, hein, selon les circonstances. Donc, il faut se méfier un peu. Donc, c'est un outil, il vaut ce qu'il vaut, mais il a fait ses preuves aussi. Hein. Donc, puis il y a des indices complètement indirects qui prennent en compte le temps de travail passé dans les zones. Hein, alors, par exemple, les sports un peu énergétiques, alors, les zones, il y en a... Il y a des zones où il y en a 5, il y a des zones où il y en a 3 par rapport à l'un d'indicateur de fréquence cardiaque. Mais quand on ne peut pas poser de fréquence cardiaque, de cardiofréquence-mètre, c'est très difficile à faire. Donc il y a quelques outils comme ça. Hein, et on peut guider et s'apercevoir. Par exemple, j'ai encore un peu en tête ça avec une joueuse de tennis dont je m'occupais, qui était sur le circuit ITF junior, qui était numéro 15. Donc, observer le niveau de fatigue déclaratif que je mettais dans mon tableur, ça monte, ça suffit. Hein. Donc, on a un outil très bien. Il y a un autre outil assez pratique, mais là où ça demande de la pratique pour bien le piloter. HRV ? Oui, HRV. Ça marche très très bien. Ça aussi. La variabilité de la fréquence cardiaque. Ça marche très très bien, mais par contre, le test est facile à faire. Oui. Hein, c'est très simple. Encore que, il faut bien revoir. Hein, j'ai lu récemment des critiques fondées adressées au protocole de test tel qu'il était pratiqué. Donc, il faut regarder de nouveau. Hein. Après, il faut utiliser un logiciel aussi qui est bien adapté. Et surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-performances dans l'analyse qui ont été faites. Alors, le seul qui pouvait le faire à l'époque, c'était Laurent. Hein, mais c'est pas suffisant. Hein. Donc, au début, il a bien répondu au téléphone. Mais bon, il faut quand même le téléphone, il sonne beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Hein, il faut quand même apprendre. Et puis, le premier qui a travaillé, c'est pas Laurent là-dessus, c'est Laurent Bosquet. Ouais. Et il n'avait pas du tout la même approche que celle de Laurent. Parce qu'il ne travaillait pas dans la même discipline. Il a travaillé beaucoup, Laurent Bosquet, avec Mijuka à propos de la natation. Et récemment, j'ai lu encore un article publié, je ne sais plus où d'ailleurs, je ne me rappelle plus, où il montrait comment ils ont préparé l'équipe de France de natation pour les Jeux de Paris, à partir de ces outils. Quand on utilise ce type d'outils sans trop de matériel, puisque c'était ta question, il faut relire Mijuka. Hein. Il a écrit plein de trucs là-dessus et c'est assez opérationnel. Et notamment après, comment il utilise ces données-là, notamment dans les approches compétitives, la diminution du volume, mais pas de l'intensité dans l'entraînement. Souvent, les gens font cette erreur-là en approche. Et puis, à -1, à -2, à -3, et à semaine ou jour. Et là, on a des outils quand même. Si, mais il faut chercher, il faut creuser, ça prend du temps.
Mais on arrive à trouver. Moi, je peux encore. Je peux. Je pourrais, me semble-t-il, il faut être un peu calme là-dessus, encore piloter un peu cet aspect-là à partir de ce type d'outils, sans avoir, même si c'est mieux d'avoir des outils qui sont plus fins, etc. C'est une évidence. Hein. Et ça me fait me poser deux questions. La première, c'est déjà, est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est utilisable sur des niveaux amateurs? Est-ce que c'est utile? Oui, bien sûr. Ah, ça prend, bon, il faut avoir du matériel quand même. Hein. Ouais. Bon, Alors déjà. maintenant, il y a plein de montres Oui, qui le font correctement. ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, au départ, c'était les. Maintenant, il y a tous les outils sont Ouais, capables ouais. de le faire. Hein. Les Bon. Polar Le le Polar. font, Au départ, c'était Polar. les Hein. Garmin le font aussi. Oui. Garmin, c'était moins efficace, mais Ouais. a priori. C'est rattrapé, je Ouais, pense, voilà, c'est ça. maintenant, de ce Donc que ça, moi oui, j'ai pu en on peut lire. faire. Hein. Bon. Ouais. Alors après, euh, si on le fait seul, bah, il faut quand même avoir quelqu'un qui interprète quand même. Hein. Bien Donc sûr. souvent, par exemple, c'est intéressant l'entraînement à distance pour les cyclistes. Ils envoient sur une plateforme et le coach, il lit, il ouvre la plateforme parce qu'ils sont en connexion, et il peut lire et donc avoir quelque chose d'assez utile. Hein. Et justement, c'est bien, tu me fais la transition vers ma deuxième question, qui est, est-ce que le sportif, toi qui es adepte de l'individualisation, est-ce qu'on peut le résumer à ces données-là? Ben non, évidemment. Tu me poses la question, mais c'est une évidence. Non, c'est une partie, ce sont des outils qui permettent de comprendre certaines choses, mais certainement pas l'entièreté de l'individu. Mhm. Euh, si tu en restes là, tu connais rien de sa vie perso, de son travail, je sais pas, par exemple, tiens, on prend les gamins qui sont en classe études au Mhm. collège, ils viennent de faire un cours d'éducation physique, s'il n'y a pas et ils vont à l'entraînement direct derrière. Bon, ben, on a beau avoir des outils, s'il n'y a pas de connexion entre ce Mhm. qui s'est passé avant et avec le prof de PS qui a fait sa séance sans savoir que, enfin, ils savent généralement, mais quelquefois ils s'entendent pas, donc ça marche pas très Ouais. bien. Ben, j'ai beau avoir des outils, j'ai Mhm. oublié quelque chose d'autre. Hein. C'est souvent dans la charge d'entraînement, on occulte tout ce qui est hors de l'entraînement, inconsciemment. Ouais. Alors, après, quand on commence à se poser la question, on prend tout en compte. Hein. Le sommeil, la nutrition, enfin, on essaye de prendre Mhm. tout en Bien compte. sûr. Euh, la vie relationnelle, la vie professionnelle, euh, tout ça, ce sont des charges physiques, mentales qui pèsent sur et qui s'additionnent à la charge que tu as prévue ou que la personne a prévue. Donc ça, c'est incontournable aussi. Ça fait partie du continuum de choses à prendre en compte. Mhm. Et ça ne se résume pas donc à un test seulement. Complètement. Pour toi, si tu devais garder quelques outils pour gérer la charge, tu utiliserais lesquels? J'aime bien les outils indirects que j'ai. Donc le HRV, si je peux le faire, c'est bien. Ouais. C'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas mal. Euh, je, c'est un domaine qui m'est moins bien connu maintenant. Je m'orienterai beaucoup vers les travaux des neurosciences, parce Ouais. que là, on approche des choses qui sont vraiment importantes. Et puis, euh, les outils de Borg ou toutes les autres équations qui ont Mhm. fait école derrière hein, sont intéressantes aussi, quand j'ai pas d'autres outils. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a une thématique que tu avais envie d'aborder aujourd'hui? Non, j'aime bien le discourir comme ça en Ouais. particulier. Euh, j'ai j'ai mis bien l'accent sur ce qui m'a beaucoup préoccupé, l'individualisation, qui me paraît assez fondamental. Et puis sur le fait que euh, il faut avoir beaucoup d'humilité et dans le travail quand on le fait, savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on ne saura jamais tout, Mhm. et que pour ce faire, il faut toujours rester en prise. Quand je dis en prise, c'est toujours se poser la question, mais pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que ça donne et pourquoi réagissent-ils comme ça et pourquoi je ne comprends pas ça et qui pourrait m'apporter une solution ou une aide pour comprendre ça. Pour moi, c'est essentiel. Mhm. Hein, c'est d'être d'être ouvert hein, et d'avoir envie d'apprendre. Par rapport à l'ouverture, justement, je te pose une question, tu y réponds si tu veux, sinon on le coupera, il n'y a aucun souci. On parlait en off tout à l'heure de l'ouverture et de la fermeture maintenant de l'INSEP. Euh,
toi qui as connu l'INSEP à cette période où c'était assez ouvert, où les entraîneurs pouvaient monter, observer, échanger, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passait? Alors, c'était jamais ouvert complètement, hein, Ouais. hein. C'est-à-dire que moi, pendant une période, je pouvais. Alors, soit j'avais une convocation pour un travail, etc. Mhm. Parce que même si mon poste principal était en région, j'ai beaucoup travaillé à l'INSEP, hein, c'était bon. Alors, ça posait pas de problème. Mais il fallait toujours montrer patte blanche, hein, Hmm. la carte d'identité, etc. Bon, ce qui est normal, Ouais. hein. Et après, à l'intérieur, je pouvais aller n'importe où. C'est-à-dire en dehors de. Je pouvais aller voir mes copains à la gym, je pouvais aller voir mon fils au basket, je pouvais aller voir au labo. C'était ouvert. Alors peut-être que le fait de travailler à l'INSEP depuis très longtemps, même de façon ponctuelle, et étant connu de beaucoup de personnes, ça me posait pas de problème. Je n'ai jamais eu de difficulté, moi, à l'INSEP D'accord. de ce point de vue-là. Parce que j'y étais présent depuis très longtemps, pas de façon toujours continue, mais j'y étais présent hein, depuis les années 80, donc jusqu'à ma fin de carrière, hein. Donc peut-être c'est un peu différent. Mais sur la fin, par exemple, les derniers temps, après Covid, où ils ont tout refermé effectivement très fort pour des raisons de sécurité. C'est aussi ça, c'est-à-dire on ne peut plus pénétrer, même moi j'y Hmm. vais là par exemple, je ne peux pas pénétrer dans l'INSEP si je ne suis pas invité par un Ouais, tel, si ou tu n'es pas si, accrédité. si je suis pas, j'ai plus d'accréditation maintenant, hein. Mais si je veux vraiment aller voir mon fils, il faut qu'il me fasse faire un passe droit, etc., etc. Pas un passe droit, Ouais, un ouais. passe, hein. Même si je connais encore le boss de l'accueil. Ouais, bien Et sûr. tu me dis bonjour, salut, bon, ok, mais ça, c'est pas anormal. Par contre, le fait que quelqu'un comme vous, par exemple, disait, tiens, mais j'aimerais bien aller voir l'entraînement du judo, est-ce que je peux, etc. Ben ça, c'est plus possible, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ça ait existé tel que je le dis là maintenant, D'accord. hein. Je ne crois pas que ça ait existé tel que je le dis maintenant. Dire bonjour, comme je l'ai fait, par exemple, à Laval, à Québec. Une Ouais. fois, j'étais au Canada avec ma famille, etc. J'ai dit, tiens, je vais faire un tour à Laval. On était à Québec. Je dis, bonjour, je donne mon nom, je fais ça en France, je voudrais voir mes collègues. Pas de problème, on m'a filé un badge et je suis allé voir. Ouais, je trouve ça génial. Hein, voilà, bon. Mais ça, chez nous, c'est impossible, ça, Ok. hein, hein, et je ne crois pas que ça a été ouvert comme on le Ouais, dit ouais. là, hein. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, c'est des choses que j'avais entendues et que je trouvais enfin, génial sur le principe de pouvoir Oui, aller bien sûr. voir, s'instruire, que ce soit notre discipline ou une autre. Et quand moi, j'ai demandé il y a quelques temps si c'était possible, on m'a regardé en me disant, mais non, non, Hein, maintenant, reste chez toi, quoi. il faut de l'accréditation, etc. Alors, la meilleure solution pour faire ça, c'est d'accéder à des formations, des modules de formation, Ouais. hein. Donc, beaucoup de cadres qui sont en activité accèdent au fameux CCS. J'ai Oui, beaucoup oui. travaillé dans les CCS, c'est Ouais. vachement bien ça, c'est vraiment top, hein. C'est une belle ouverture, Hmm. etc. Et en plus, tu rencontres des collègues, en dehors des moments, tu rencontres des collègues qui viennent parler etc. C'est bien, mais le groupe même, c'est des interrelations entre les disciplines, c'est super bien. Ouais. Et puis, tu as l'infrastructure, une fois que tu es dedans, tu peux aller visiter, etc. Ça pose moins de problèmes là. Ok. C'est, Donc la difficulté, c'est vraiment de rentrer finalement dans l'enceinte plus que d'aller voir oui, c'est X ça. ou Y C'est ça. C'est séance. ça. Ouais. Ok. Il faut que tu aies une accréditation quelconque Ok. ou une invitation quelconque. Si Ouais, tu connais ouais. quelqu'un à l'INSEP, bon, bah, je sais pas, par exemple, tu m'as parlé d'Adrien, tu peux dire j'aimerais bien venir Hmm. voir, etc. Adrien il peut peut-être te proposer. Oui, oui. Rentrer, je pense que maintenant, avec Secret d'entraîneur, j'ai cette chance-là Ouais, de pouvoir voilà. avoir pas mal de réseaux et de connaissances à l'INSEP ou ailleurs qui me permettent d'ouvrir des portes qui sont fermées habituellement. Ouais. Mais je parlais vraiment à la place de n'importe quel entraîneur qui aurait été Ah, ça, curieux de c'est connaître, de voir. même à l'époque où tu D'accord. évoquais, je crois que ça n'a jamais existé comme ça. D'accord. Ok, bah, c'est bien d'avoir clarifié. Euh, Il y a trois questions que je pose, enfin, deux questions que je pose vraiment à la fin. C'est pour toi, c'est qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Alors, pour moi, c'est pas une bonne question. Un bon entraîneur. Et qui peut répondre à ça? Ah, ah. Pas moi en tout cas, hein. Euh, Être un entraîneur, c'est aussi difficile c'est Hmm. quoi être entraîneur, hein. C'est aussi difficile et je pense que
Bon, tu me la poses en fin, alors tu aurais pu me la poser aux questions, on aurait pu débattre de ça. Oui. On peut débattre. De ça. Hein. Bon, comment je pourrais dire ça en quelques mots? Ben, ça reprend un peu des éléments que je dis, Bien sûr. c'est entraîner, c'est se mettre à disposition d'autres personnes qui ont le désir de progresser dans un contexte particulier, qui soit compétitif ou de loisirs, etc. C'est accompagner des personnes qui ont un projet. Pour moi, ça commence comme ça. Donc, ça signifie que je ne peux pas faire ça si je n'ai pas un minimum de bagage pour le faire. Et que donc, je vais me poser la question, est-ce que je suis suffisamment formé pour m'occuper de cette personne-là et l'accompagner utilement et de façon pertinente? Ou est-ce que je dois me former? Et si je suis formé, est-ce que je dois continuer à me former? Où et comment? Et après, c'est l'escargot, hein, je continue là. Bon, voilà. Euh, Est-ce que c'est ma personne qui est première ou c'est l'autre personne qui est première, hein? Donc, et où sont mes lacunes? Je m'interroge sur ce que je sais, sur ce que je ne sais pas. Et si j'arrive à identifier mes lacunes ou les points où je dois encore progresser, dois faire mieux, hein, comment je fais? De qui je dois me rapprocher? Ouais, etc., etc. C'est ça, entraîner pour moi. C'est génial. Est-ce qu'il y a des lectures que tu conseilles? Un livre ou plusieurs livres qui, toi, t'ont marqué? Que ce soit dans le milieu de l'entraînement ou ailleurs? Ah, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a un que, alors je sais pas, c'est pas en direct, en rapport direct euh, avec l'entraînement. J'ai lu en ce moment un bouquin qui s'appelle Nexus. Mhm. Hein, c'est remarquable, remarquable d'érudition et ça traite des différents systèmes de communication et qui nous ont amenés à l'intelligence artificielle. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, Ah ouais. hein, mais du point de vue de la culture, c'est top. Et là, par exemple, par rapport à ce qu'on disait, il y a beaucoup de propos qui sont tenus par l'auteur, Harari il s'appelle, Mhm. hein, euh, qui sont documentés, mais de façon extraordinaire. Tout est pointé, argumenté, etc. C'est remarquable. Quelquefois, c'est trop même. D'ailleurs, ce bouquin-là, je le lis par 10 pages, hein, 10-15 pages. Mhm. Hein. Bon. Autrement, dans le domaine de l'entraînement, bah oui, alors là, hein, il y a... Alors, il y avait des incontournables à l'époque. Maintenant, je ne sais plus trop s'il y a d'autres publications. Mais alors, tu me prends un peu de cours là, parce que C'est fait exprès. ouais, euh, j'avais, j'ai toujours dans ma bibliothèque le bouquin d'Astrand Rodal, Mhm. parce que même avec la distance, ça reste un ouvrage qui, sur le plan méthodologique, est remarquable. Hein. Et puis, il y a encore des connaissances qui sont d'actualité, d'autres pas. Euh, un autre ouvrage, il y en a deux, mais je n'ai plus les coordonnées vraiment en tête, je pourrais les redonner. C'est des ouvrages qui traitent, et c'est une voie de recherche actuelle, euh, euh, de l'entraînement au féminin. Hein, donc maintenant, il y a le programme Empower qu'il faut suivre de Ouais, près. C'est avec vraiment, Juliana, je l'ai reçu ouais, déjà. c'est vraiment Mhm. intéressant. Mais déjà, il y a eu une publication euh, intéressante à ce sujet sur les différences entre hommes et femmes dans le domaine de l'entraînement et un peu au niveau mental aussi. Hein. Bon, ensuite, il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, lui? C'est les bouquins sur la méthode de l'entraînement qui sont Ouais. écrits. L'auteur était roumain de formation, mais il a émigré aux États-Unis et au Canada. Euh, ah là là, l'âge, c'est terrible, tu vois, ça ne me revient pas immédiatement. Je l'ai dans ma bulletin, je le vois. Bompa. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais. Oui, tu dors bon Alors, pas. Bompa, et il a écrit aussi maintenant, c'est à chaque fois Oui, oui, rafraîchi oui. sur la muscule, Sur la vraiment planification. ouais, sur la planification. Donc, c'est un des ouvrages les plus basiques et les plus compréhensibles Mhm. que j'ai abordé dans ma carrière, que je conseillais souvent de lire. Hein, Très simple d'accès, mais terrible à maîtriser. oui. Ah ouais, alors ça, non mais c'est Ouais, autre ouais. chose. Mais bon, Ouais, quand on parle de c'est un programmation, classique, là, on a beaucoup d'éléments. Hein. Bon, carrément. bon. Et puis après, il y a, mais je suis moins versé dans ce domaine, même si ça m'a toujours
ça m'a toujours importé. Donc, je pense que je pourrais dire que j'étais plutôt. Je suis entré dans la réflexion plutôt par l'angle physiologique. Hmm. Mais j'ai jamais abandonné l'idée de l'approcher par l'autre aspect qui me préoccupe aussi beaucoup, l'aspect individuel, sociologique et psychologique. Mais là, j'ai moins de connaissances et de maîtrise dans ce domaine. Même si après mon CAPES, j'ai quand même fait une licence de psycho. Hein, parce que ça me bronchait un peu. Tu as combien de masters et de licences? Non, non, mais j'ai engagé un cursus, je ne suis pas allé au bout de la psycho. Là. Je plaisante. Comme j'étais prof à la fac et que le SUAP dans lequel j'étais, c'était dans l'enceinte de la fac de lettres, donc j'en ai profité j'avais du graviter, temps. bien sûr. Mes horaires de travail, c'était entre midi et 2 et à partir de 17h le soir. Donc j'avais du temps la journée. J'ai fait ça un peu, mais sans aller jusqu'au bout du cursus, le valider, j'entends. Hein, Je vais te poser une question que je n'avais pas encore posée à d'autres personnes. Est-ce que tu as un secret d'entraîneur? Hein? Un secret d'entraîneur? Et tu entends quoi par secret? Est-ce que tu as un secret en tant qu'entraîneur? Comme ça, pour point, non, pas vraiment. Ça me questionne la question. Une méthode secrète, quelque chose que tu Non. utilisais Non. qui Alors, faisait ta je vais spécificité? citer de mémoire, j'espère ne pas me tromper. En matière d'entraînement, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des tendances. Jürgen Weineck. Pour moi, Ah oui. pour moi, ça va bien, ça. Hein. Effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Hein. Bon, nous, à une époque, Gerschler, hein, c'était bien, l'intervalle training, puis après, etc. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Et puis, il faut être curieux. Par exemple, souvent, mes collègues me disaient que j'avais beaucoup d'éléments d'information, notamment la bibliographie nord-américaine. Mais c'est parce que je suis curieux que je vais voir. Hein. Puis maintenant, on me dit, oh oui, mais on ne peut pas lire. Excusez-moi, braves gens, mais maintenant, avec les outils dont on dispose, c'est très facile hein, de traduire. Tout est traduit, même dans le navigateur, il n'y a même plus besoin de faire d'efforts. Mais il suffit de faire DeepL. Hein, et c'est très bien. C'est assez sécurisant, DeepL. Hein, bon. Donc, on peut lire. Hein, bon, ça va plus vite parce que même si je lis un peu l'anglais, c'est quand même. Et quelquefois, quand j'ai des doutes sur la traduction, je vais revoir le texte. Je te laisse le mot de la fin. Oui, c'était intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas papoté en parlant d'entraînement parce que maintenant, j'ai quitté un peu le milieu et ça fait du bien. Hein. Enfin, j'ai quitté le milieu, pas vraiment. Hein. Je veux dire, je ne suis plus en action. Jamais. Oui, non, je pense que je le quitterai jamais. Je veux dire que n'étant plus en action directe sur le terrain, c'est bien de pouvoir échanger. Ça me fait grand plaisir. Claude, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir partagé. Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. J'espère que cet échange t'aura passionné autant que moi. N'oublie pas, si tu veux te renseigner sur le mentorat, comment devenir un meilleur entraîneur, je te laisse cliquer dans le lien en description. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Jérôme Corral. Salut!